force les amis, on est sur le stream, on a rendez-vous comme chaque lundi à partir de 16h30 tout simplement pour parler de sport pendant 1h30 avec une Dream Team absolument incroyable. Vous la voyez, la First Team est réunie autour de ce plateau, autour de cette très jolie table et on va pouvoir discuter tous ensemble en tout cas de tout ce qui nous a animés tout au long de ce week-end. Il incarne d'ailleurs à lui tout seul la perf de la semaine après avoir dîné dans le restaurant de Fabrice Fiorez et Matt Pokora, c'est monsieur Tom Dufan. Ouais, c'est vrai. C'est la perf de la semaine, ça on peut le dire. La perf de la semaine. Je suis allé à l'Alpin du coup à Annecy et je parle avec le proprio qui est très sympa pour le coup. Et puis en sortant, je me dis mais attends, putain, je connais ce mec. Il me rappelle quelque chose. À sa voix. Et oui, c'était Fabrice Fiorez. Et donc tient un resto à Annecy de fondue au bras zéro. Il a un concept carrément. C'est très lourd. Tu lui as parlé d'un transfert honteux du PSG. Non mais en fait, j'étais tellement pris au dépourvu de moi-même. En fait, en sortant, je fais mais il faut que je rentre. Et en plus, j'avais la flemme. Voilà, je suis rentré chez moi dormir. Mais voilà, Fabrice Fiorez en tout cas est très sympa. Mais ça c'est incroyable parce qu'on en parlait dans le quiz il y a quelques semaines et bam, t'y vas comme ça. Il y a une sombre histoire derrière ce restaurant qu'on ne rappellera pas bien évidemment. Allez-y, mais on embrasse évidemment la famille Fiorez. Après exactement, ça, et surtout madame bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir le film La Rançon. Il a fait ce matin lui et il sera à côté bien sûr de notre ami Tom Dufan. Il a fait ce matin face à monsieur Julien Febvre. Il va nous parler foot africain cet après-midi. C'est l'homme à tout faire, monsieur Hamza Ramani. Hamza, ça va ou quoi? Ça va très bien, et vous, depuis ce matin, tout va bien? Écoute, le super. Soleil. Non, pas le soleil. Non, ça va. c'est toi notre soleil, Hamza, aujourd'hui. C'est toi notre soleil, le sourire bien sûr de la First Team qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous parler Formule 1 bien évidemment. C'est bien passé ce matin d'ailleurs du coup parce que C'était un peu long mais c'est super. Plus c'est long, plus c'est bon. Je pense que si ça continue, les pistolets, ça va être une épreuve de Koh-Lanta. un triathlon quoi, un triathlon le bordel. On attend 3 belles émissions avec Julien Febvre. La première Exactement. déjà en ligne, la prochaine mercredi. Exactement. Et une petite surprise entre le Qatar In et the l'Arabie off-season. Saoudite. si Ah je oui. dis pas de Ouais, bêtises. je pense qu'entre t'as raison entre le non, ça sera peut-être entre l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, et non pas Abu Dhabi bien évidemment. Les amis. En face, l'équipe d'en face aujourd'hui composée bien sûr de monsieur Polo et de monsieur Erwan, mais je vais commencer par le premier, le bras armé de la First Team Food, du brunch à l'escalope milanaise, il a régalé les internautes de ses petits mets. Vivement l'été et son ceviche. Merde, j'ai raté mon lancement. Dommage. Erwan Abotret, comment Ouais, ça mon va? ceviche. Tu l'as goûté mon ceviche déjà? Bien sûr. Je l'avais fait pour les 30 ans de Tom, c'est vrai. Très très bon. Écoute, non mais en Très plus, bon ceviche. on parle de bouffe comme ça, mais je suis dans une sèche incroyable après avoir regardé le doc sur Orelsan. Essaie de faire le, essaie de faire un petit peu le lien, mais il s'est passé quelque chose. Monsieur Polo Harrer est à tes côtés. Lyon, je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y a Tom suivant en régie. Oui, exactement, c'est vrai. Non, mais on va essayer quand même de tenir le truc. Il est aux anges, notre ami Paul Harrer, parce que le biathlon a recommencé. Il est tout proche aussi de signer un contrat de sponsoring avec le Bouillon Pigalle. Salut mon Polo. Bah écoute, ça va très bien déjà, merci Manu. On parle beaucoup de la First Team Food, j'invite tout le monde à s'abonner à ce compte Instagram. Ah bah oui. Florissant et plein de belles choses. T'as abonné Hamza à la First Team Food? Et figure-toi que la food, c'est pas trop mon délire. Parce que j'essaye de... C'est vrai. Après, si vous me dites, Ça marche. mais si vous me dites, écoutez-moi, si vous me dites, on peut garder la ligne. Honnêtement, avec ce qu'il propose, c'est impossible. Ouais, mais ce sera du plaisir. Bah déjà on mange gustatif, 3 fois par jour donc sans compter le petit déjeuner. Oh, c'est jamais, hein. Allez les amis, on regarde le sommaire de cette émission. Pas une émission bien sûr de cuisine, une émission de sport, vous l'avez compris, vous en avez pris l'habitude. On évoquera notamment la perf de la semaine, on reviendra sur la qualification de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar à peu près dans un an. Cette victoire 8-0 contre le Kazakhstan au Parc. Est-ce qu'on va parler du quadruplé de Kylian Mbappé? Un peu. Bon, un petit mot quand même, ça sera intéressant. Voilà, la perf de la semaine, Kiki en tout cas, est bien en vignette. On parle de Formule 1 dans le débat, le dossier de la semaine. Et cette saison 2021 dantesque, on parlera du duel forcément Verstappen-Hamilton, on reviendra sur le Grand Prix de Sao Paulo et on parlera du caractère de cette saison. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une saison historique? C'est la question que j'ai envie de vous poser, question collégiale. Et ça tombe bien, la présence d'Hamza Ramani et ses avis bien sûr toujours épicés, on peut le dire ainsi, eh bien viendra... Non, rien à voir avec tout ça. Il y a des avis qui sont très forts. Aiguisé, ça suffisait. Épicé, ce que tu veux. Non, mais Épicé en 2021. c'est toi qui vois ça partout. Moi, j'ai aucune allusion à ça. C'est épicé, c'est Attends. mexicain, ça n'a rien à voir. Mais oui, en plus. C'est pas mexicain. Ah bon? Il est non, mais on est où là? Ah non, attends. Le foot. Mais moi aussi en plus. Non, bah, attendez, les mecs. Non, bah, attends, il faut du racisme partout. Merde. Les Corses n'ont pas Il n'y avait rien de tout ça. Je savais pas que ça avait été une Instagrammeuse végane. C'est pareil sur Radio France, merde. Tom Tiravino nous rejoindra d'ailleurs pour le mot de Tom. Ça sera consacré à Max Verstappen, le grand méchant loup de la Formule 1, avec un très beau mot d'humeur. Mais comme chaque semaine, on attaque cette émission avec les news du week-end. Un beau petit florilège, c'est promis, ça sera pas épicé. Et c'est tout de suite, bien sûr, pour les news du week-end.
Et comment ne pas commencer les news du week-end avec un sport qu'on adore à la First Team, c'est bien sûr le rugby. Et je me retourne vers toi, mon cher Tom. Briefé par Thierry du Sautoir à l'aéroport. C'est vrai, c'est une vraie info. J'ai croisé Thierry du Sautoir pour de vrai ce matin à Roissy. Et vous avez parlé du match. On a discuté un peu du match. Il a pu un peu me donner son ressenti, tout simplement. Mais il a aussi donné dans le journal de l'équipe ce matin. Ça m'a arrangé comme ça. J'ai pu le lire ensuite. Non, évidemment, ce week-end était marqué par le match de l'équipe de France. Le deuxième d'une tournée de 3 matchs. Je sens que vous attendez que je dise une bêtise. Je vois vos têtes de requin. Je bois tes paroles pour la France jouait donc contre la Géorgie ce week-end après sa victoire contre l'Argentine 22-20. On a vu beaucoup de choses lors de ce match. D'abord, beaucoup de points, 45 points marqués pour l'équipe de France. Une équipe qui était ultra favorite et donc on sait que lorsqu'il y a beaucoup d'attentes comme ça en termes de points, en termes de jeu aussi, l'équipe de France a du mal parfois à assumer justement ce statut. Pas qu'elle n'a pas assumé son statut à la fin du match, mais on a sorti quand même les Géorgiens être capables de rentrer dans la tête de l'équipe de France. Et souvent, quand il y a du combat dans le rugby, faut répondre par du combat. Honnêtement, il y a dans ce sport, plus que dans n'importe lequel, il faut répondre par du combat. Et on s'est fait un peu avoir, on s'est fait un peu chicoter par les avants géorgiens qui ont proposé du jeu, qui ont été plutôt pas mal. Ça se passait à Bordeaux. Il n'empêche que l'équipe de France s'est imposée tranquillement. Beaucoup de fautes côté géorgien, 18 quand même. L'arbitre était très dur. Tout à fait. On a vu le capitaine géorgien. Je sais qu'on est une petite équipe et tout. C'était marrant cette séquence quand il dit ça. Oui, voilà, c'est ça que je pensais. Tu n'as pas vu le même match. Il m'a regardé finale de Flushing. J'ai pas touché. Non, mais c'est pas le même match. L'arbitre qui dit je sais qu'on est une petite équipe, mais s'il vous plaît, essayez d'avoir un peu plus de consistance dans l'arbitrage. Et c'est vrai que même quand tu suis ça un peu de loin, tu as l'impression que les Géorgiens étaient un peu sifflés difficilement. Tout à fait. 18 fautes pour indiscipline, donc c'est vraiment énorme. Alors finalement, c'est bien. On aurait du mot au collège, quoi. Dans une dictée. Parmi les choses qu'on voulait voir, c'était donc le combat. On a souffert, mais c'était aussi le retour de la paire Jalibert en 10 et Romain Ntamak en 12. Ça s'est beaucoup mieux passé que face à l'Argentine, évidemment. On a beaucoup plus vu Romain Ntamak qui avait touché 6 fois la balle. On a vu une stat folle avec Joseph la semaine dernière. Ça s'est mieux passé pour eux. Même si on sait que ces matchs-là ne valent pas grand-chose, on a beaucoup discuté avec les gars de Bureau Oval qui disaient mais en fait ça sert à rien de mettre un match comme ça au milieu, ça n'a aucun sens, puisque la seule chose qu'on a envie de voir, c'est le France-Nouvelle-Zélande de la semaine prochaine, c'est samedi soir au Stade de France à 20h, à 21h. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match-là. Maintenant j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous attendez du match contre la Nouvelle-Zélande, puisque on sait que la Nouvelle-Zélande s'est fait battre par l'Irlande ce week-end. C'est bien ça le problème. Par l'Irlande. Alors déjà c'est jamais bon signe de prendre les Blacks après une défaite. Moi le problème c'est que France All Black en fait c'est toujours des matchs, pour les Français, c'est toujours des matchs fantastiques. De toute façon, où tu prends des pilules, où tu crées l'exploit. Moi, je trouve que ce match face à la Géorgie, où il sert peut-être à rien selon les experts, mais je trouve qu'il fallait essayer cette charnière, toujours Ntamak, Jalibert, parce qu'on était resté un peu sur notre fin face à l'Argentine. Moi, je suis un peu inquiet, et j'avais demandé à Joseph la semaine dernière, est-ce qu'on peut, dans le combat des avants, face à l'Argentine, on est défaillant. Tout à fait. Face à la Géorgie, on est défaillant aussi. Je me dis, face aux Blacks, c'est pas rassurant. Mais quand tu joues les Blacks, t'as un supplément d'âme. C'est un peu le match de Ligue des Champions d'une équipe moyenne de Ligue 1 qui joue le PSG. Donc, c'est jamais... Forcément, ils seront beaucoup plus concernés, mais il n'empêche que dans le combat et dans l'envie, sur les 2 derniers matchs, l'équipe de France a laissé quelques points d'interrogation dans le combat, ce qui est quand même important au rugby. Comme dit Erwan, c'est des matchs à part face aux Blacks, et je suis pas sûr qu'on aura la même intensité déployée par les Bleus, que ce soit contre l'Argentine et encore plus contre la Géorgie, que ce qu'on va voir samedi soir au Stade de France. Pareil, après, dans les intentions de jeu, là, par contre, il va falloir rivaliser avec une équipe qui, même si elle perd face à l'Irlande dans un match extraordinaire ce week-end, a quand même beaucoup plus de certitude que nous. Mais voilà, on l'a bien résumé tous les trois. Les Blacks, c'est un match spécial, que ce soit en compétition officielle ou même en tournée comme ça. On va arriver le couteau entre les dents. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que les certitudes, enfin en tout cas, les conclusions qu'on a faites de ces 2 premiers test matchs, on pourra faire les mêmes après samedi soir. Après, les Blacks, on le rappelle, tous les joueurs, en tout cas évoluant chez les Blacks, sont en fin de saison dans leur club. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une occasion? C'est vrai que souvent, dans le tournoi d'automne, c'est arrivé que les Français rivalisent avec les Blacks parce que justement, il y a cette inversion un petit peu des calendriers. Et là où je ne rejoins pas tout à fait, les gars, sur le match de ce week-end, quelque part, est-ce que ce n'est pas le rendez-vous parfait pour mettre en place des choses dans le jeu? Tu l'as dit, avec les deux, le 10 et le 12. Est-ce que tu ne fais pas le plein de confiance? Est-ce que il y a plein de confiance? J'ai pas l'impression qu'il sort de ce match avec plein de confiance. Après la Géorgie, tu veux dire? Après la Géorgie, j'ai pas l'impression qu'il sort avec plein de confiance. C'était un match très inégal dans ce qu'ils ont proposé offensivement. Il y a eu des bonnes séquences. Il y a eu des vraies périodes de trous. À un moment donné où tu te dis qu'ils vont leur mettre 50, ben là, tu sens que après 2 essais. Le retour
deuxième mi-temps, tu prends Après, l'essai. honnêtement, donnons du crédit aux Géorgiens, qui est quand même, qui est quand même un pays qui bosse depuis longtemps sur le rugby, qui tape à la porte pour entrer dans le 6 Nations. Et que les Italiens évitent, c'est ce que nous confiaient nos amis de Bureau Oval, que les Italiens évitent parce qu'ils se disent, si on les joue, qu'ils nous tapent, on n'est plus du tout crédit pour être dans le 6 Nations. Et puis c'est une équipe de combattants, et ça on pourra jamais leur enlever. Eux, pendant 80 minutes et plus, ils offrent un combat. Donc en ça, c'est peut-être un bon entraînement aussi pour les Blacks. Et puis la France marque son premier essai quand la Géorgie est à 9. Est à 9, ouais. Non, à 14. Quand la Géorgie, Ça fait beaucoup de joueurs. Relou pour les mêlées. Bagarre générale, quoi. La Géorgie prend même 2 cartons jaunes après le deuxième, l'essai de pénalité accordé, et joue même à 13 pendant 3-4 minutes, donc pas cadeau. Et avant ça, je trouvais la Géorgie très intéressante, très honnête à avoir joué face à une équipe de France qui en renaît. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut ne pas être rassuré après ce match, malgré l'écart fleuve. Thierry me disait ce matin à l'aéroport, il me disait qu'il y a quelque chose qui est important dans ces matchs-là, c'est que quand on te rentre dedans, je disais il faut te rentrer dedans, et l'équipe de France a voulu jouer au large, a voulu courir, alors que le premier facteur pour bien entrer dans un match, c'est de mettre la tête contre la tête. Et donc on a voulu jouer, parce qu'on est favori, jouer un peu champagne, entre guillemets, et panache. Parfois, il faut rentrer dans les matchs avec d'autres valeurs avant que ça puisse s'ouvrir. Les fondamentaux, importants. Tous les sports co, les fondamentaux. Et surtout au rugby, bien sûr. J'ai une autre news, on reste quand même dans le rugby. Vas-y, bien sûr. Antoine Dupont derrière toi, Antoine Dupont, qui fait partie du dernier carré des nommés pour le joueur de l'année de la World Rugby. C'est rare pour un Français, non? Oui, calme-toi. Il est donc avec Mario Itoje, la superstar anglaise, avec le 3e ligne Michael Hooper et le centre Samu Kerevi, c'est des Australiens. Antoine Dupont, donc, a une vraie chance de remporter ce trophée. Ce serait donc le 3e dans l'histoire, le 3e français, puisque du sautoir, Thierry, toujours lui, c'est l'homme du jour apparemment. On a un débat sur le sautoir. T'as fait du beau monde ce week-end, toi, quand même. Fabien Galtier avait été élu lui en 2002. Donc, comme dit Polo, ce serait un sacré exploit pour le petit Tonio. Parce que la dernière fois qu'un Français était dans ce dernier carré, c'était Frédéric Michalak en 2012, si je dis pas de bêtises. Donc ça mesure l'exploit d'Antoine Dupont. Eh bien, bravo à lui. On est derrière lui, bien sûr, à faire le lobbying qu'il faut pour que monsieur aille chercher son petit trophée. Je vois un message qui était très intéressant. Je l'ai perdu, c'est pas grave, mais on nous disait justement dans le chat que la Géorgie est l'équipe qui monte. Et juste pour terminer, boucler sur la Géorgie, on sait que vous savez, il y a une deuxième division du tournoi Destination et c'est vraiment l'épouvantail de cette deuxième division. Donc en tout cas, c'est pas non plus une équipe complètement morte. Merci beaucoup, Tom, pour ce point rugby. J'adore ce sport. Très bien. Et la semaine prochaine pour France-Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans le chat et qui seront au match, n'hésitez surtout pas à nous envoyer quelques analyses. On aime bien les lire. Bien sûr. Et puis, j'espère qu'il y aura un Discord rugby très bientôt en ta présence. Ça existe. Le Discord, en ta présence, surtout. Ah oui, en ma présence. Seulement si Thierry veut bien. Je monte seulement des business avec du sautoir. Consultant exclusif Thomas Dufort. Les amis, je voulais qu'on parle d'une scène un petit peu émouvante dans ce week-end. Il y a un grand champion qui s'est retiré, Valentino Rossi, quarantenaire, qui a terminé 10e du Grand Prix de Valence. C'était sa dernière course d'ailleurs de la saison 2021 de MotoGP, couronnée par le titre, bien sûr, de notre ami Fabio Quartararo. Valentino Rossi s'est retiré. Valentino Rossi, on le connaît depuis qu'on est gamin. 7 fois champion du monde dans la catégorie Rennes, 500 cm3. Et puis, bien sûr, en MotoGP. C'est quand même des mecs, moi, tu vois, la MotoGP, c'est pas quelque chose que je suis spécialement. T'as quand même ton c'est des mecs, mais c'est des mecs, ouais, d'ailleurs, je roule parfois comme Valentino Rossi, ce qui me coûte certains problèmes, avec le réservoir plein, mais pas d'essence. Bref, le truc de Valentino Rossi, c'est que c'est des mecs qui dépassent leur sport. Moi, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis ému de le voir partir, parce que je l'ai vu arriver. Moi, j'étais tout jeune, je l'ai déjà vu arriver en MotoGP. C'était déjà un phénomène. Et c'est des mecs qui, sans suivre la MotoGP, on te dit, tiens, un pilote de moto, tu me cites qui? Tu signes Valentino Rossi. Et quand les mecs sont plus grands que leur sport, voilà, ça en fait simplement des légendes. C'est un surnom. Et puis on l'a bien vu aussi hier. L'événement. Il dottore. Et d'ailleurs, il y a un Grand Prix en Émilie-Romagne. Oui, tout à fait, qui est non loin de chez lui. D'ailleurs. Et Pantani habitait aussi juste à côté et est mort juste à côté à Rimini, si je dis pas de bêtises. Le chat me confirme. Oui, c'est Rimini. Donc pour le coup, c'est comme on l'a dit, c'est une légende, c'est un surnom, le docteur. Et puis on l'a vu hier. Hier, à la fin du Grand Prix, Bagnaia a gagné, Quartararo a fait 5e, tout le monde était content, ou pas d'ailleurs. Mais l'événement, c'était le dernier Grand Prix de Valentino Rossi. Mais on voyait que ça. C'était limite, c'était pas lui qui allait monter sur la première marche du podium. Tellement la ferveur du public et de tout le paddock était autour de lui. Je veux quand même porter comme ça
parlé comme si il avait gagné le titre, quoi. C'est ouf. il avait gagné, t'as l'impression qu'il avait même pas fini dans les points, le pauvre à côté, quoi. Et on a un message intéressant, c'est Mensal qui nous dit c'est le palmarès, c'est surtout la personnalité de Rossi qui fait de lui le GOAT. C'est vrai qu'il incarne quelque chose, ce côté fantasque, on le disait, ce personnage, ses déguisements, enfin tout ce qu'il a pu apporter en tout cas à cette discipline. Et tu disais avec Bagnaia, c'est intéressant parce que c'est le mentor en tout cas de Bagnaia. Et hier, il y avait limite plus d'émotion. Bagnaia qui a remporté hier le Grand Prix de Valence, était limite plus ému de voir Valentino Rossi partir que de gagner la course quand même. C'est normal. Ouais. Ça nous fait penser un peu à la retraite de Kobe. Ce soir-là, en même temps, il y a les Warriors qui battent le record sur une saison régulière, donc la 73e victoire. Kobe joue en même temps, met les 60 points, on se souvient de ce match face au Jazz. Mais c'est ça l'événement, c'est la retraite d'une légende. Et tout le monde était là à regarder ce truc-là. Donc ça me fait un peu penser à ça, mais c'est vrai, normal. c'est vrai, C'est que c'est tu vrai. clôt quand même 20 ans de carrière, c'est exceptionnel. Incroyable. C'est vrai que c'est vraiment incroyable. En tout cas, voilà, bonne retraite à Valentino Rossi. Alors, il se retire pas vraiment, Valentino Rossi, on le Qu'est-ce qu'il rappelle. va faire maintenant? Alors, on sait pas. Normalement, ça sera à 4 roues. Le garçon, quand même, à un moment donné. 4 roues, t'as dit? À 4 roues. Il a parce que là, il a avait deux. pas fait du WRC? Alors, il a fait du WRC, il a fait le rallye de Nouvelle-Zélande et le rallye de Grande-Bretagne, c'est quand même ouf. Et il était dans je crois qu'il a fait 11e et 12e, je crois, sur ces deux rallyes, c'est quand même pas mal. Il a fait des tests pour Ferrari et à un moment donné, quand il était chez Ducati, on s'était dit justement, tiens, est-ce que Ferrari va pas lui offrir une piche parce que son personnage Son aura, était tellement aura, important, son aura, etc., etc. Finalement, ça s'était jamais fait. Il T'as vu un mec qui a fait moto et Oui, il y a voiture eu des champions du Ah monde. ouais Il y a eu Mike Alwood, t'as eu comment il s'appelle c'est quelles années, ça, c'est les années 50, D'accord, 60, 60 même, ouais. C'est incroyable, ça. Alwood, t'avais attends qui il y en a un qui est très 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 célèbre qui m'échappe absolument. Souvent c'était des Britanniques qui faisaient ça et l'un des derniers c'est Damon Hill. Damon Hill qui avait commencé sa carrière en moto avant de switcher sur l'auto. Voilà, c'est de plus en plus rare, bien évidemment. Donc quel avenir, il a fait du Blancpain GT aussi. Enfin, Est-ce bref. que des fois on les retrouve pas ces mecs-là sur les 24 heures du Mans, des trucs comme ça? Je pense qu'à mon avis il y aura des écuries pour aller le Non, chercher. Le trophée Andros. Ouais, possible, hein, le Dakar, le trophée Voilà, Andros, Dakar, quelque chose qui peut exactement, Lucas ouais. Alphand, tu vois, alors Je sais pas. il était Exactement. skieur, mais Lucas Alphand, Lucas Alphand fait le ski, Ah, bien sûr. Oui, merci. il s'était mis dans les... Ah oui, puis avec, il a fait aussi la avec des voile, petits résultats, le Alphand. avec des résultats, et à la voile aussi. Bah oui. Il a vu un Donc, carton terrible d'ailleurs en voiture, il me semble. oui, je crois que C'est Jack moto Hanna, ou ça. voiture, j'ai un doute. Aussi dans son vélo. Jagas, c'est en vélo. Ouais. Mauvaise blague, juste. On vous donnera des nouvelles de Valentino Rossi. On suivra bien sûr la suite de ses aventures, mais à mon avis, il se retirera pas, en tout cas tout de suite, forcément du sport mécanique. Un petit mot de basket. Eh oui. La Betclic Elite. Alors, tu sais quoi, je vais quand même donner les petits résultats, parce qu'on en parle quand même toutes les semaines, et c'est important. L'Asvel et Monaco, qui ont retrouvé la Betclic Elite après l'intermède de Euroleague, se sont imposés ce week-end. Dans le duel des mal classés, Roanne n'a jamais tremblé contre Orléans. Fos-sur-Mer a battu le Paris Basket. Ça a dû te plaire, et Mifik Mirzan, parce que je sais que tu as beaucoup d'amour pour ces deux clubs. Mon ami Rémi Faut Jota, choisir. je suis content pour lui. Non, ça, c'est un vrai crève-cœur. Parce que moi, Fos, je les ai connus en National 3, avec Rémi Jota, qui était joueur, qui est aujourd'hui coach, qui les a fait monter une première fois en Pro, qui les a fait remonter ensuite maintenant en Betclic Elite l'année dernière. Donc, il y a une vraie histoire autour de ce club-là. Des gens que je connais notamment. Il y avait Dia à l'époque, tout ça. Et Paris Basket, nous, depuis le début, on les suit. Donc, en tout cas, c'est une très mauvaise affaire pour le Paris Basket, cette défaite 60-65 dans un match de tranchée. Hein. Ouais, clairement. Quand en 2021, c'est le match, c'est 60-65 en pro, c'est que ça a dû distribuer de la serpe. Je pense que le MVP, c'est Duncan McLeod de la rencontre. Mais oui, c'est des matchs pour le maintien. Alors, c'est peut-être pas les plus beaux à voir, mais en intensité, ça a dû envoyer. Ouais. Et puis dans les autres résultats, la SIC qui restait sur 5 victoires de suite est tombée Ça au fait Mans. cueillir, ouais. Nanterre a repoussé par Gravelines pendant que Dijon battait Chalon-Reims. Et puis l'élan Bernay s'est imposé après prolongation au Portel. Et on rappellera surtout que Boulogne-Levallois enchaîne à Limoges une 7e victoire d'affilée. Juste un petit premier mot du quand même sur championnat, Boulogne-Levallois, les gars, parce que c'est quand même un sacré début de On saison. en a quasiment peu parlé, tant le recrutement de Lasvel et de Monaco était bling-bling, mais le Valois a quand même recruté des joueurs solides. Et un coach, Vincent Collet, qui revient quand même aux affaires donc en Betclic Elite. Et on voit tout de suite la mainmise du coach Camissa avec son assistant Sacha Giffa. C'est une équipe qui joue bien. On les a vus mettre une petite branle à Monaco. Collectivement, ils sont prêts. Plus prêts certainement que d'autres. On rappelle qu'il joue aussi le Recup. Ouais, et que il ça joue se passe aussi, pas trop mal. il joue aussi Ça, le de- Recup où ça se passe pas mal. C'est une équipe dont on parle peu, mais qui a aussi des ambitions avec le projet, notamment avec ta ville chérie de Boulogne. Avec la CLB Donc, qui est sur le torse. Voilà, Chaque fois, ça me fait beaucoup c'est une plaisir. équipe qui a un projet, qui s'est mis la moindre de ses ambitions, que ce soit financièrement et humainement parlant. Voilà, eux, ça leur va bien. Et Vincent Collet, je crois que ça lui va bien aussi d'être un petit peu comme ça, pas l'équipe qu'on attend, mais attention quand même. C'est clairement la troisième meilleure équipe Oui. du championnat. Et de là, on a eu l'occasion de parler avec Lao Konaté, qui fait partie de l'effectif. Il disait que être coaché par Vincent Collet, c'est quelque chose. quand même un truc. Honnêtement, bon, il y a un vrai coach. Tu vois, il nous a pas fait genre, non, c'est surcoté. Non, on fait un vrai gars. Chaque fois que tu sors d'un entraînement, tu sors grandi. Ouais, tu vois, c'est clair. C'est clair. Du coup,
traditionnellement, chaque semaine, on vous parle bien sûr de la sélection sur la 8e journée, enfin sur chaque journée, là c'est la 8e journée en l'occurrence, la sélection du 5 français, la sélection du 5 étranger. On commence par les Français. Exactement. Si vous voulez, on commence avec la Team France, où on va retrouver Elio Kobo, qui fait une saison incroyable, l'ancien joueur NBA, qui, je pense, fait tout pour y retourner. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On rappelle, passé par les Suns notamment, passé par les Nets, où il a vraiment pas eu sa chance. 16 points, 6 passes, 23 dévals dans la victoire face à Bourg-en-Bresse. Yacouba Ouattara, 23 points, 5 sur 8, 18 dévals. Il y a un Thomas en contre-attaque de tonton. Ensuite, on a Terry Tarpé, qui est un joueur qu'on aime beaucoup voir derrière. Donc 12 points, 9 rebonds et 24 dévals. Thomas, ça va te faire plaisir. Pau a gagné au Portel et on a Giovan. Giovan, 26 points, il lui a pris 5 sur 7 à 3 points. En bout de chaîne, il a dû mettre des bonnes filoches comme il aime bien faire. En fermant les yeux, parce que sa spécialité comme Steph Curry de se retourner. C'est vrai. Je l'ai vu jouer, hein, je sais. Non, mais. D'accord, belle intervention, Polo. Regarde, en disant c'est sa spécialité de le faire des tirs à Stephen Curry, c'est pas la vérité. Ah si, Giovan est coutumier du fait de tirer, de se retourner avant et d'aller en défense. Ah, je pensais que tu parlais de step back ou de trucs comme ça. Excuse-moi. Excuse pas, mais c'est pas grave. Donc vous avez pris le moment de Giovan, c'est pas grave, en tout cas Giovan qu'on embrasse et qu'on adore croiser sur le terrain à Strasbourg. Il nous a fait une fête en nous voyant, il était content pour nous. On l'embrasse. Et puis Ismaël Kamagaté, Paris n'a pas tout perdu cette semaine, puisque Ismaël Kamagaté est une nouvelle fois dans le top 5 France avec un match très solide, 12 points, 10 rebonds et 21 dévals. À surveiller Ismaël Kamagaté. On parle beaucoup de Johan Bégarin à juste titre. Ismaël Kamagaté, attention à un pivot. Attention la NBA. Ouais. Ou l'Euroleague, peu importe, mais c'est en tout cas, bravo à lui. Allez, on enchaîne avec la Team Monde, où on va retrouver un mec qu'on connaît parfaitement, c'est David Holston, le lutin génial de la JDG Légion. Il les a sortis d'une brave merde face à Chalon-Reims, 33 points, 5 dévals, 28 dévals. Tom Wimbush avec 17 points, 10 rebonds, 20 dévals, match complet. Brock Motom, qui joue pas vraiment poste 3, c'est plus un poste 4, mais on a un peu triché, 22 points, 9 rebonds, 28 dévals, pour un mec quand même qui connaît l'Euroleague comme sa poche. C'est vrai que ceux qui le connaissent pas, c'est un très fort joueur avec un vrai CV. Ensuite, on a Devin Davis du Portel, 25 points, 18 rebonds, 30 dévals malgré la défaite face à Pau. Et puis ensuite, Chris Horton de Nanterre, donc lui avec la victoire, 19 points, 10 rebonds, 34 dévals. On rappelle que l'All-Star Game, c'est le 29 décembre et que vous avez encore 2 semaines pour voter pour votre joueur monde préféré et votre joueur français préféré. Nous, on sera le 29 décembre à l'Accor Hotel Arena pour vivre cet événement tous ensemble. Sachant qu'on rappelle aussi qu'Erwan fait partie du jury, donc il y a le vote des fans, et ensuite, il y a un panel. En fait, tu sais pas avec qui tu bosses. Ensuite, il y a un panel de personnalités sur Wikipédia avant de faire les émissions. Et Erwan choisira donc les 24 joueurs qu'on pourra voir le 29 décembre. C'est quand même une sacrée histoire quand même. C'est une belle histoire. Moi, le refoulé. Tiens, Claude Bergeau, pourquoi La question, c'est que oui, je ne voterai pas pour Claude Bergeot. Allez, la fameuse histoire de Claude Bergeau, faut pas que tu la racontes un jour. Sur un fond vert. Non, bref, en tout cas, voilà, il se passe plein de choses dans ce championnat de France. On vit vraiment une super saison et le All-Star sera vraiment le moment de joie et de fête le 29 décembre. Soyez là, c'est juste après Noël. C'est parfait pour aller digérer. Et comme tu l'as dit, jusqu'au 25 novembre, vous pouvez voter sur le site de la LNB, bien sûr, pour votre chouchou français, chouchou étranger. Et on rappelle que les sélections qu'on fait chaque semaine, sont comptabilisées. Exactement. Et le nombre de désignés et de désignations permettra d'établir 2-5, c'est ça grosso modo. Exactement. Plus de joueurs qui viendront se greffer à tout ça. Merci pour ce mot basket. Tu peux en rajouter? Si, il y a une chose les gars quand même. Ce soir, il y a la libre antenne. Ce soir, il y a la libre antenne et vous avez un invité de qualité. On a un invité de qualité avec un sujet de qualité. Il y a Kevin Séraphin qui vient nous voir donc dans la libre antenne, donc ancien joueur NBA des Wizards, notamment des Knicks, des Pacers, entre autres. Et on va parler de bagarre. Je sais pas si tu as vu Hamza ces derniers temps, NBA ça se chauffe un peu. Un petit peu. Ouais. Voilà, Jokic qui remet le dos en place de notre ami Maurice, Rudy Gobert qui est un peu chaud aussi. Il y a des déclats pour dire arrêtez de faire les fous parce que jamais personne va se battre. Il n'empêche que historiquement NBA, il y a déjà eu des bagarres et pas des petites. Ouais. On va se poser la question. C'est fini ça aujourd'hui, non? On va se poser la question. Est-ce que les joueurs en font trop à faire les durs alors que jamais il y aura bagarre? On va en parler avec Kevin Séraphin qui a joué donc plus 8 ou 9 ans en NBA. Et qui, lui, n'a jamais dit non à la bagarre. Donc, ça va être intéressant d'avoir un peu l'avis d'un joueur NBA. On va revenir un petit peu sur toutes ces altercations. Et même historiquement, la NBA, dans les années 70, c'était une ligue où, pour le coup, il y avait énormément de pampe. Donc, on va revenir sur l'histoire. Est-ce que les joueurs, aujourd'hui, faut qu'ils arrêtent de faire les mecs qui vont se battre, sachant que personne ne va jamais se battre. Voilà. Et ça sera ce soir, donc, entre 22h et minuit, sur la chaîne Twitch, bien sûr, de la First Team. N'oubliez pas ce gros rendez-vous. Allez, un petit mot de foot. Là, je me retourne vers Hamza. Je le disais tout à l'heure, l'homme à tout faire, le sourire de la First Team qui va nous parler
parler de sa réconciliation avec les sélections T'as pas nationales. validé le sourire de la First Team. Oh, hein. bah, si, regarde, tu vois, il sourit. Oui, bien évidemment. Hamza réconcilié avec les sélections nationales. Alors je te corrige, pas réconcilier. J'ai le Mais foot, justement. le foot de sélection. Je vais essayer de réconcilier le monde avec le foot de sélection. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est un avis à contre-courant, parce que quand on écoute les médias nationaux aujourd'hui, tout le monde te dit il n'y en a que pour les clubs, on a un peu rien à faire de la trêve internationale. C'est pas ton avis aujourd'hui, en tout cas. Effectivement, c'est pas du tout même mon avis, mais depuis toujours, j'ai toujours une tendresse particulière pour le football de sélection. Aujourd'hui encore plus, parce qu'on ne peut pas tricher avec le foot de sélection. Je m'explique, en club, si tu as des moyens financiers colossaux, tu achètes les meilleurs joueurs, c'est terminé. On le voit aujourd'hui tous les jours en France. Là, on va voir Newcastle. Newcastle, depuis qu'ils sont remontés en première ligue, c'est une équipe de bas de tableau. Dans 5 ans, ça va être demi-finaliste de Ligue des Champions. En sélection, c'est pas possible. En sélection, tu es sélectionneur de l'équipe de France, tu fais avec le réservoir de joueurs que tu as. Tu es sélectionneur de l'Albanie, du Kosovo, du Kenya ou de la Bolivie. Tu parles de Paul Le Tu Guen. peux pas, tu peux pas aller acheter, tu peux pas aller récupérer des joueurs. Tu fais avec ce que tu as. Et derrière, c'est le travail. Donc moi, par rapport à cet aspect, je me retrouve déjà de plus en plus avec le football de sélection. Et puis après, il y a des histoires, il y a des émotions. Là, en plus, c'est des qualifications pour la Coupe du Monde. Ouais. Des matchs en jeu, il y en a, en l'occurrence aujourd'hui, en novembre, il y en a tous les jours. Hier, il y a eu un Portugal-Serbie, mais pour parler du football européen, c'est fabuleux. Alors, le Portugal, les Portugais, je sais qu'ils sont nombreux. Forcément, pour eux, ils se sont levés ce matin avec voilà. Mais ça fait partie des émotions. On a vu les images. Enfin, moi, j'ai vu les images en Serbie, à Belgrade, après le match. L'émotion, c'est tout un pays. Le foot de sélection, c'est quelque chose de particulier. Tu vas voir en Afrique, la RDC qui bat le Bénin. Alors, on va oublier les soucis d'arbitrage. Le Ghana qui bat l'Afrique du Sud. Tu as des confrontations directes de partout. Là, tu as l'Italie qui joue sa peau. Demain, tu as les Pays-Bas qui, s'ils perdent et que la Turquie gagne, les Pays-Bas joueront même pas les barrages. Demain, tu as Algérie, Burkina Faso. Tu as un Cameroun, Côte d'Ivoire où celui qui n'est pas qualifié ne disputera pas, quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde. Et le gagnant se qualifiera seulement pour les barrages. Enfin, des enjeux partout, quoi. C'est des enjeux partout, des émotions partout. Et en plus, le football de sélection, mine de rien, parce qu'on entend souvent les débats ces derniers mois, ces dernières années, il est en clair, il est gratuit. C'est vrai, t'as raison. Tu vas sur TF1 ou sur TFX pour les matchs de l'équipe de France et des sélections internationales européennes. Pareil pour M6 et W9. L'équipe qui diffuse les matchs européens d'autres grosses nations et les matchs africains sur l'équipe live. Tout ça, c'est gratuit, c'est à notre disposition. À nous d'en profiter pour regarder Cristiano Ronaldo, pour regarder. Voilà. Après, chacun a ses importances particulières, mais le foot de sélection, il faut en profiter. Et je profite de ton billet d'humeur, je profite aussi de ton expérience et de ton expertise sur le foot africain. Tu le suis beaucoup, je crois, pour l'équipe notamment. Parle-nous un petit peu de cette campagne-là de qualification que tu as suivie. Est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont tapé dans l'œil? Parce que je sais que les gens qui le regardent aujourd'hui, le foot africain est suivi en France, peut-être pas assez, et ça peut être l'occasion justement d'éclaircir un petit peu le regard là-dessus. Déjà, il faut savoir que le football africain, sur une Coupe du Monde, pour l'instant, à partir de 2026 ça changera, mais pour l'instant c'est 5 qualifiés sur le continent. Tu as des poules, aujourd'hui on est sur le 2e tour de qualification. Normalement, tu vas avoir tous les gros qui vont se qualifier. On a déjà le Sénégal, le Maroc, l'Égypte et le Mali qui ont validé leur billet pour la qualification. Le Ghana s'est imposé hier face à l'Afrique du Sud et a validé sa qualification pour les barrages. On parle seulement de barrages. Exactement. D'accord. L'Algérie joue sa peau demain à domicile face au Burkina Faso. Un match où les Algériens, Ablida à domicile devant 14 000 personnes. Comment tu sens ça? Écoute, j'ai envie de te dire que je le sens bien. L'Algérie, dans son histoire, n'a jamais perdu à Blida. Maintenant, ça reste une finale. Fort, hein. Oui. Non, mais maintenant, ça reste une finale et le Burkina Faso n'a rien à perdre. En 2013, il y a eu un barrage Algérie-Burkina Faso où les Burkinabés sont passés à rien de se qualifier. Ça joue un poteau à la 94e minute sur le CSC. C'est là où il y a le tacle de Bouguera là. Il doit prendre rouge en fin de première période. Prendre rouge, il y a une suspension de 6 mois. On est d'accord. Et c'est lui qui marque en début de seconde période. L'histoire est magnifique. Le Burkina qui se voit un but refusé au bout de 2 minutes. On a toujours pas compris aujourd'hui pourquoi. Très chelou ce match. Bref, c'est ce Algérie-Burkina demain et surtout à 20h. Alors il y a la Tunisie qui accueille à domicile la Zambie, la Tunisie qui a déconné en Guinée équatoriale et qui se retrouve aujourd'hui en difficulté. Ils sont obligés de gagner parce que sinon il faudra voir ce que fait la Guinée équatoriale. Et surtout, tu as une affiche sur le continent africain, je ne sais pas s'il y a plus belle affiche, Cameroun-Côte d'Ivoire, 25 000 personnes à Douala dans un stade ultra moderne, les nouveaux stades qu'on aura pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun est 2e, le Cameroun doit impérativement s'imposer pour éliminer la Côte d'Ivoire qui, si tu prends l'effectif ivoirien aujourd'hui, avec le Sénégal, avec l'Algérie, ça fait partie des 3-4 meilleures sélections africaines. Donc la Côte d'Ivoire, demain,
pourrait sauter et pourrait ne pas disputer C'est incroyable. la Coupe du Monde. Et donc, pour conclure, sur le format de qualification, tu as aussi un Nigeria-Cap-Vert décisif pour les qualifications. Les vainqueurs de chaque poule, tirage au sort le 18 décembre à Doha, mois de mars, barrage aller-retour. Potentiellement, tu peux avoir un Sénégal-Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire se qualifie, un Algérie-Égypte, voilà, à vous de voir. Et tu disais qu'en 2026, ça allait changer. Il y a des places en 9 places et demie pour le continent africain, 9 sur plus et demi parce que ce sera un barrage intercontinental. Je suis un peu... C'est bien, mais je suis en même temps chagriné parce que aujourd'hui en Afrique, ça va enlever un peu la saveur des qualifications. ouais. Aujourd'hui, les qualifications en Europe, moi honnêtement, je prends aucun plaisir à regarder les matchs de l'équipe de France, les matchs des grosses sélections. Là, l'Espagne a failli passer à côté, mais en soi, l'Espagne, ça doit passer. L'Angleterre, l'Italie, tout ça, ça doit passer normalement. C'est toujours un déçu en vrai, tu vois, le pays des Pays-Bas. Oui, c'est t'as un accident, Ouais, ça peut arriver. L'accident peut arriver. Mais il faut le faire exprès, quoi. En Europe, il faut le faire exprès. Mais c'est vrai qu'historiquement, les qualifications pour la Coupe du Monde en Afrique, entre ceux qui l'ont jamais fait, qui rêvent de la faire, qui rêvent d'y retourner, ceux qui doivent y retourner parce que les attentes sont énormes, il y a une ferveur autour des qualifs qu'on retrouve pas en Europe. Demande aux Béninois hier qui estiment s'être fait voler en République démocratique du Congo si ils n'auraient pas aimé jouer les barrages. Et c'est pareil en Afrique, c'est pareil en Amérique du Sud. Là, parce que la densité de sélection, elle est quand même vachement élevée. Aujourd'hui, le Brésil-Argentine s'est qualifié pas officiellement pour l'Argentine. C'est un championnat, c'est très long. C'est très long. Mais tous les matchs finalement sont importants. Chaque point va compter. Là, t'as Argentine-Brésil dans la nuit, je crois, de mardi à mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi. Le Argentine-Brésil et tous les autres matchs d'ailleurs, je crois que tu as un Colombie-Paraguay, enfin tu as des matchs sympas. L'Asie, honnêtement, je ne suis pas assez le football asiatique, mais j'imagine que c'est faut pareil. Dormir, Hamza. Voilà, c'est ça. Tu peux pas faire tous les continents. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix, mais effectivement, le jour où tu me football dis que le Népal a une belle équipe de foot avec un beau numéro 10, j'ai commencé à m'inquiéter pour ta santé. Tu es d'accord pour dire que la plus grosse densité sur ce parcours qualificatif, Ouais, c'est bien en Afrique, c'est bien en Amérique du Sud? C'est l'Amérique du Sud surtout. C'est l'Amérique du Surtout Sud. l'Amérique du Sud, ouais. On va pas se mentir, aujourd'hui, 7, pour sûr, tu as 7, parfois 8 des 10 sélections en Amérique du Sud qui peuvent légitimement prétendre à une place en Coupe du Monde. Et C'est plus 80%. plus sur la question, on va dire, de la densité plutôt que sur la question du format, comme tu le disais tout à l'heure avec ce mini-championnat. Le format est exigeant, le format est long, mais il faut faire avec. Bon, eh ben écoute, merci en tout cas pour ce mot sur les sélections, internationales. Ça change un peu, ça change de son de cloche aussi par rapport à tout ce qu'on entend à droite et à gauche. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'aussi on voit des sélections se structurer, on voit des projets de jeu, on voit des choses se mettre en place, des projets de formation. Et c'est intéressant. Alors tu les vois qu'au bout de certaines années, mais on voit en tout cas partout, des même nations en qui Amérique du progressent. Nord, là, il y a eu un États-Unis-Mexique, c'était bien chaud avec des déclarations de Memo Ochoa, l'ancien gardien d'Ajaccio, qui, alors, je ne sais plus exactement la déclaration exacte, mais c'était en mode. Pulisic et tout. Exactement, Après, c'était en mode les États-Unis, c'est le reflet du Mexique ou c'est le miroir du Mexique ou je sais pas quoi. Ouais, Pulisic c'est un peu entre en jeu, il marque le but du 1-0, il soulève son maillot, c'est le miroir qui vient de marquer. Voilà, c'est de la punchline. Là, le Mexique, ils vont jouer, je crois, au Canada. La météo, c'est dantesque, c'est moins 10 degrés à Edmonton. Enfin, c'est le football international, c'est ce qu'on aime. Incroyable. C'est vrai que c'est vraiment incroyable. Merci en tout cas pour ce mot foot et du foot au foot US. Et ben il n'y a pas qu'un pas, il y a un Polo Harreur qui va nous parler du transfert du buzz de la semaine. En tout cas en NFL, c'est Odell Beckham Jr. qui a signé au Rams, c'est ça? Au Rams, à Los Angeles. c'est Donc ça. oui, Odell Beckham Jr. n'est donc pas le fils de David Beckham. Non, comme rien à voir. Sinon, il faut faire un test de paternité. Non, mais hein. Mais je peux déjà lui donner la réponse. C'est important de le rappeler parce qu'à l'époque où il était aux Giants, moi j'avais son maillot et j'allais en soirée avec, notamment à Barcelone, et des Anglais notamment, ou des anglophones, me demandaient souvent si c'était le fils de David Beckham. Donc, Quel nighter, la huisse. David Guetta, c'est un super surnom. à mon époque. Donc non, Odell Beckham, donc la star très, très connue, peut-être hors quarterback, c'est peut-être le joueur de football américain le plus connu au monde. Je ne sais pas si vous, Tom Brady, vous êtes Tom Brady. hors quarterback, j'ai dit. Ah, pardon, parce que Tom Brady, du coup. Il a dépanné quarterback en plus, il me semble, avec Cleveland une fois ou deux. Non, mais il a lancé des balles. Il a lancé des balles à Cleveland, notamment. Mais c'est pas les quarterbacks qui lancent les balles. Non, mais il y a Pas le poste de forcément. quarterback, mais tu as des systèmes, tu as des tactiques qui font que parfois le quarterback s'efface et c'est un espèce de feinte où c'est finalement un receveur qui lance la balle à un autre receveur. Mais du coup, pour revenir à Odell Beckham, depuis quelques années, ça va plus trop. Il a eu sa période faste à New York Giants où on voit notamment ses plus beaux catchs, notamment celui-là. Transféré à Cleveland en 2019, donc le storytelling était sympa, notamment avec son grand pote LeBron James, etc. Il y avait une belle équipe sur le papier. Finalement, le problème, c'est que de 1, ça se passait pas très bien avec son quarterback Baker Mayfield, et de 2, un problème récurrent maintenant depuis quelques années, c'est son physique. Il s'est cassé la cheville.
Il a eu les ligaments croisés. Après, il s'est fait aussi l'épaule. Résultat, 13 matchs depuis 2 ans. C'est seulement 40 réceptions et 551 yards. Quand on sait que sa meilleure saison à New York, c'était plus de 1300 yards. Donc, on est quand même loin de ses standards habituels. Ça a l'air d'aller mieux en ce début de saison, mais un peu boycotté par son quarterback et aussi par son équipe. Il était plutôt en odeur de sainteté. On a vu son père, notamment, mettre en ligne une vidéo de 10 minutes du quarterback qui ne fait pas la passe à Odell Beckham, alors qu'Odell Beckham était plus ou moins ouvert. Donc, ambiance. Résultat, il s'est fait couper. Et là, ce petit jeu, l'idée, c'est qui va récupérer la star médiatique, mais qui peut aussi, même à 80%, apporter beaucoup à une équipe. Et là, les Rams, qui sont en train de se créer une armada, se sont placés. Les Rams donc de Los Angeles. Alors, Odell Beckham à Los Angeles, on sait que c'est une immense star. On sait qu'il aime bien la night. On sait aussi que au niveau physique, il est quand même assez fragile. Est-ce que ça va faire un bon mariage, la Cité des Anges et lui? Bon, ça, on verra. En tout cas, la chance, ce qui n'est pas une chance, c'est que le receveur numéro 2 des Rams s'est fait les croisés lui aussi il y a 2 jours. Donc, il arrive et il risque d'avoir déjà beaucoup de temps de jeu. Son premier match, c'est ce soir face aux 49ers, le Monday Night Football. Donc, on va déjà voir Odell Beckham, son nouveau maillot, avec une équipe qui joue le titre, qui a aussi recruté Von Miller, le célèbre linebacker, qui fait du all-in cette saison pour aller chercher le Super Bowl. Donc, ça va être excitant. Si Odell Beckham Jr. revient à son meilleur niveau et qu'il nous refait ses catchs légendaires et hyper spectaculaires à Los Angeles et en bonne santé, ça peut nous donner de belles images pour la fin de saison. Mais tu sais que le soleil, c'est un lieu commun que je vais vous balancer, mais le soleil peut faire beaucoup de bien au moral et du coup au physique. Le meilleur exemple qu'on ait dans le sport, c'est Johnny Wilkinson. Lorsqu'il a quitté l'Angleterre, il jouait, il me semble, si je dis pas bêtise, mais arrêtez-moi dans le chat, il jouait à Newcastle. Il avait blessure sur blessure, blessure sur blessure, blessure sur blessure, blessure sur blessure. Et quand il est arrivé en France, notamment du côté de Toulon, il a dit, j'ai pris un petit peu de recul avec le rugby. J'avais une vie très agréable avec le soleil, un cadre de vie vraiment terrible, et il ne s'est plus blessé derrière. Le problème de Odell Beckham Jr., c'est qu'il a trop de recul sur sur la vie. Ouais. Il est surtout dans la natte. C'est peut-être deux cas différents. Voilà, faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de contre-exemples, notamment en NBA, de joueurs à qui ça a fait énormément de bien de quitter Los Angeles. On parlait de Kyle Kuzma récemment, notamment. Donc voilà, Odell Beckham, c'est tout. Quand tu es dans une ville comme ça, dans un marché comme ça, avec les grosses franchises NBA et tous ses potes qui jouent en NBA, dont LeBron, c'est qui tout double. Ça passe ou ça casse, mais ce sera intéressant à suivre dès ce soir. Tu nous en donneras des nouvelles, en tout cas, mon cher Polo. Voilà pour les news, les amis. On va tout de suite s'intéresser à la perf du week-end. On va parler de l'équipe de France. Oui, l'équipe de France a battu le Kazakhstan. C'est la perf. Pardon. Il y a l'image du jour. Ah bah oui, oh là là, pardon. Non, mais oui, c'est vrai. Pourtant ce matin, c'était pas tout à fait ça. En général, ce matin. C'était pas tout à fait ça. L'image du jour, vous allez le voir, on va l'apparaître, on va la découvrir en même temps que vous, chez vous. Polo, tu vas nous attiser peut-être. Je sais plus laquelle est la première, mais il me semble que c'est du rugby un peu revisité. Les gars vont nous dire en régie. Mais voilà, c'était. Ah oui. T'as vu ça, Erwan, ou pas? Ah ben oui, je l'ai vu, ouais. Le plaquage, mon ami. C'est comme ça qu'on attrape un striker. Je suis pas sûr qu'il y retourne, le striker. Je pense qu'il y a moins qui lui fait les cotes. Ce qui est étonnant, c'est que le panneau LED, ça te fait pas rebondir normalement. Et là, t'as vraiment l'impression qu'il rebondit sur ce panneau LED. Bravo. Il a massacré la montée. Il fera du bien ce deuxième ligne là. L'équipe de France pour jouer les Blacks vendredi. En deuxième image du jour, Manolo, si je dis pas de bêtises, on a mis aussi le buzzer beater de Thomas Hurtel aussi. Bien sûr. Avec le Real Madrid ce week-end. Toujours Cocorico avec cette équipe remplie de Français. Surtout qu'ils prennent un triplé pour égaliser l'action d'avant. Superbe action où il se l'emmène tout seul. Et derrière, tu as ce beau drive de Sergio Llull, cette belle fixation, drive and kick. Et Thomas, il ne faut pas lui en promettre. Cette belle aide aussi du défenseur. Ça, on aime, ça. C'est le basket qu'on aime. Le Real Madrid qui joue l'Asvel, si je ne me trompe pas. S'il vient pas aider, il y a l'aide de l'aide. Voilà en tout cas pour les news, voilà pour les images de ce week-end. Attends, je veux juste mettre Zlatan aussi parce que c'est le dernier truc parce que exactement. J'ai raison, mais c'est quand même une image importante justement des matchs internationaux de ce week-end. Non mais c'est vrai. Zlatan donc a eu la bonne idée contre l'Espagne de démonter Aspi. On va revoir ce petit truc. Alors ce qui est dingue, c'est que ça n'a pas été filmé en jack, c'est seulement à ralenti. Il ne prend qu'un jaune. Alors c'est un jaune qui va avoir son importance puisqu'il est suspendu pour le match de ce week-end. Attends, je regarde juste contre qui c'est. Je l'ai noté là. Blablabli. Il a pris rouge là-dessus? Non, il a pas pris rouge. Il a pris jaune et donc il est suspendu.
et il ne va pas jouer. Je cherche, je lis l'article en même temps alors. Mais il y a pas faux, j'ai l'impression qu'il est quand même bien poussé par Busquets, non? Non. Sur le départ de l'action, Moi, je trouve qu'on voit pas assez Ce qui se passe avant. ce qui se passe derrière en fait. Et j'ai l'impression qu'il est poussé. Après, il en rajoute quand il tombe parce que je pense qu'il doit avoir la haine d'être poussé dans le à dos 40 aussi. ans, Ah, faire on des touche trucs pas, pareils. on touche pas Ibra. En tout- ouais, moi, j'ai une Non, mais affection si je dis pas de bêtises, le pour prochain match de la meilleur Suède, joueur c'est pas du le PSG. barrage en Ligue 2. C'est ça, il serait suspendu pour les barrages. Pour les Et d'ailleurs, barrages. nouveau format pour les barrages en Europe. J'ai l'impression que c'est passé complètement inaperçu. Oui, c'est vrai que personne Mais n'a parlé. demi-finale. c'est demi-finale, finale, c'est Ouais. plus barrage, tirage au sort, deux C'est un équipes Final comme en Four. Afrique. C'est un Final Four. C'est un peu comme la Ligue des Nations. Ouais. Et c'est une Exactement. super idée. Bah, pour le En coup, vrai, ça c'est va mettre un super petit Je trouve que supplément, les ouais. Final Four, ça marche de manière globale dans tout le. Ça, c'est pas nous basketteurs qui allons te dire Oui, l'inverse. c'est hein. craché dans la soupe, ouais, ça c'est évident. En tout cas, Ibra, retour en sélection contrasté quand même. Hein. Bah, ouais. C'était une blessure qui l'empêche de disputer jouer l'Euro, l'Euro. Là. Bon, bref. Ah, tu le prends avec ses bons et ses mauvais côtés, hein, Ibra toujours. Exactement, on prend le personnage en entier. La perf de la semaine, je vous le disais les amis, l'équipe de France donc, qui a battu le Kazakhstan. Oui, c'est la perf de la semaine, vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Une victoire, 8-0 pour les hommes de Didier Deschamps face au Kazakhstan. Alors, pourquoi c'est la perf de la semaine? Non pas parce que c'est la victoire la plus large de l'histoire de l'équipe de France. J'en dis pas plus parce que tout à l'heure on en parlera dans le Il y a pas quiz. l'Azerbaïdjan, on leur envoie 10-0. Si, Ah, si, tout à pardon. fait, exactement. C'était l'Azerbaïdjan 10-0 en 1995. Il y a de lecteurs parce que c'est que le Kazakhstan, mais tu fais la prestation que tu devais faire face à cette équipe. Une prestation. Des équipes qui vont être regroupées, des équipes. Alors là, pour le coup, l'adversité était très triste dans ce match-là, donc il n'y aura pas de conclusion à avoir. Mais il n'empêche que dans ce système-là, tu peux avoir l'idée que l'équipe de France sera capable de jouer quand elle a le ballon et qu'il y a une équipe qui sera regroupée. Donc c'est quand même une bonne chose. Ce qui est le point faible historique des Bien, équipes de tout à l'équipe fait. de France entraînée et sélectionnée par Didier Deschamps. Donc je vais pas aller loin en disant que l'équipe de France va jouer comme ça contre l'Espagne ou contre l'Allemagne ou contre le Brésil et l'Argentine, mais il n'empêche que contre les petites équipes, et c'est quand même 80% des matchs joués par l'équipe de France, tu as un système qui pourrait te permettre d'être intéressant et de proposer du jeu. Et en ça, c'est une belle évolution. Et c'est peut-être l'évolution qu'on attendait de la part de Deschamps depuis 2018. Arwan Hamza, je vais vous donner la parole tout de suite. Je voulais juste faire un point par rapport à ce que venait de dire Polo en disant voilà, c'est un nouveau système, on l'a testé contre le Kazakhstan, on ne sait pas trop, qu'est-ce que ça va donner face à une adversité plus importante. On va faire le parallèle tout de suite avec le match contre l'Azerbaïdjan qui était en 95. Alors comment je vais vous donner pas trop d'indices tout en donnant de l'information pour le quiz de tout à l'heure. Qui a marqué Non, mais en fait, Aimé Jacquet à cette époque-là avait l'habitude de jouer avec 3 milieux défensifs. Et il avait décidé cette fois-là de se dire on va retirer un milieu défensif pour jouer un petit peu plus devant. Et il avait notamment associé 2 grands joueurs qui feront le bonheur de l'équipe de France sur la Coupe du Monde 98, sur l'Euro 2000, juste derrière, etc., etc. Et quelque part, ce match avait été un tournant, même si ça avait été une victoire 10-0 contre personne. Ça avait été un tournant parce que ça avait poussé dehors des Papins, des Cantona et consorts. Et une équipe, entre guillemets, était née, une équipe un peu plus portée aussi également sur l'avant. Donc comme quoi, ces matchs-là peuvent servir aussi de révélateurs pour certains systèmes ou certains joueurs. Le problème des nouveaux systèmes, c'est que si tu le fais dans des gros matchs contre des grosses équipes, c'est compliqué, il faut du temps. Honnêtement, et ça, on l'oublie tellement, les gens, là, aujourd'hui, on est... On l'a vu avec le rugby, avec l'association Jalibert, Ntamak, les gens, aujourd'hui... Après un match... Ils oublient tellement, les gens veulent tout maintenant, il faut que ça marche tout de suite. Mais le problème, c'est que le sport de haut niveau collectif, il faut du temps pour des nouveaux systèmes, pour que tout le monde l'intègre. Mettre un nouveau système, ça veut dire que c'est pas 11 mecs, c'est 18 mecs qui doivent comprendre leur rôle. Si moi je fais ça, lui fait ça, il faut du temps. Donc c'est bien de commencer sur des petites équipes comme ça, de mettre Coman. D'ailleurs, c'est ce que Deschamps a dit, il n'a pas mis Coman sur ce côté-là, juste comme ça. Il a cette idée-là. Donc commencer par ça, c'est bien. Maintenant, il faudra monter en gamme, il faudra le retravailler sur les prochains rassemblements. Moi, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, on a compris. Deschamps veut avoir une option offensive, comme un petit peu dans Disco. Je prends l'option offensive. C'est pas Disco, c'est Podium. Non, c'est Podium, ouais. Mais du coup, voilà, maintenant, on le sait, il va le bosser. Et je trouve ça bien que pour des matchs où tu es mené, pour des matchs où tu joueras des petites équipes, tout ce qu'on reproche à Deschamps de ce que disait Tom, c'est on a maintenant un peu plus d'1 an pour bosser cette option-là. Et ça, je trouve ça cool. Pourquoi on dit que c'est la première fois qu'on utilise ce système? Pardon, mais... Non, mais là, il est assumé Non, complètement. c'est pas la première fois. C'est pas En mettant un vrai Non, mais offensif sur deux les choses. La sur les première, ailes. c'est Quoi. jouer à 3, le Final Four de Ligue des Nations, de la jeu comme ça. Et rapidement, dans les matchs où on était en galère, Pavard sortait et Coman rentrait. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans des matchs à réaction. Mais là, c'est la première fois on parle c'est la première fois que Deschamps il dit voilà, moi Coman sur ce côté-là, c'est pas, oui, on l'a déjà vu, mais là c'est dire, pour moi c'est pas juste un bouche-trou parce qu'on est menacé. Je veux creuser cette option. T'en penses quoi, toi, Hamza, toi qui étais quand même très critique à l'égard de Deschamps sur ce jeu de je m'emmerde, ça va jamais vers l'avant. Moi, je pense qu'il y a 8-0, du coup, vive Deschamps. Écoute. Non.
Alors, on est meilleur que ça. Sacripant. Non, mais effectivement, je pense que Deschamps, il a maintenant 1 an pour préparer la Coupe du Monde. Faudrait juste qu'il n'appelle pas un nouveau joueur en attaque, Olivier G par exemple, juste pour la Coupe du Monde sans avoir préparé l'équipe de France Il le fera auparavant. pas, ça. Non, mais là, le parallèle de Benzema. Benzema. C'était ça. Mais Moi, Deuxième vanne. Mais en fait, pour moi, je suis pas désolé. Vous avez du mal avec l'humour, les mecs, aujourd'hui, là. J'ai Oh. pas l'habitude qu'il me fasse rire Hamza. Non, après, effectivement, c'est compliqué, quoi qu'il arrive, de tirer des enseignements d'une adversité nulle, quasiment, tu vois. Mais il faut aller Avec outre. Moi, je pense qu'il faut passer au-dessus de ça. Moi, je vois surtout une envie de faire quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau. Sous Ouais, l'air mais des champs. j'ai envie de voir ça face, sans aller à l'extrême opposé, face à l'Espagne, face à l'Angleterre. Déjà, là, tu auras au mois de mars forcément une trêve internationale. Si tu joues en amical, je sais pas, contre la Suisse, contre... Eh ben, on verra, ouais. Installe-moi ça face à la Suisse, Mais on c'est voit, pas on prévu. découvre. Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours cette sensation que Deschamps, le jour où tu vas affronter une équipe moyenne bonne, il va repartir, si on reste à 5 derrière, sur du Pavard, sur du Koundé. Koundé, J'ai toujours à droite, halluciné. en bas à droite. J'ai jamais vu Koundé de ma carrière. Je regarde un peu Séville. Je regarde pas tous les matchs. Il y a des supporters de Séville dans le chat. Moi, quand ils te justifient, ouais, Koundé, moi j'ai déjà vu jouer à droite. Non, moi, jamais. Défense à 3. je regarde un peu le football. Koundé, j'ai jamais vu jouer Koundé latéral droit, piston droit même latéral droit dans une défense à 4. Donc, j'ai l'impression toujours où j'ai cette appréhension, peut-être parce qu'il y a un passif, mais j'attends de. En fait, j'ai pas envie de me positionner trop vite parce que j'attends de voir ce qu'il fera face aux grosses. Mais ça, je te pose une nations. question. Est-ce que tu sens quand même ce vent de renouveau chez Deschamps avec ce passage à 3? Est-ce que tu as la sensation que c'est un gars, d'ailleurs avec le retour de Benzema et le fait qu'il ait même un peu sacrifié son ADN à l'Euro, est-ce que, après les discussions qu'on a eues il y a plusieurs mois, est-ce que tu as la sensation, toi, que Deschamps est en train de changer, en fait? Ce qui est intéressant, c'est le profil des joueurs choisis. Au-delà de Coman, je vais vraiment écarter ce match face au Kazakhstan. Théo Hernandez, c'est un joueur qui te force déjà forcément à avoir une approche complètement différente parce que c'est un joueur beaucoup plus offensif qui limite c'est plus un latéral contre-attaquant plutôt qu'un vrai latéral dans une défense à 4. Tu vois des profils de joueurs peut-être un peu plus offensifs à certains postes avec l'introduction donc de Théo, peut-être Lucas a un avenir désormais dans l'axe. Faudra voir ce que tu fais de Kimpembe, Koundé qui est un défenseur extrêmement élégant, relanceur qui... Le choix des joueurs va aussi peut-être déterminer l'idée de Didier Deschamps sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Un énorme changement. Moi, ça. j'aime. Avant, il était très figé. clairement. Il mettait ses joueurs et qui Oui, étaient dans c'est le ça, c'est système. Varane Kimpembe à l'époque avec qui jouait Ossémi, avec 2 ou à 3 au milieu. enfin peu importe, mais j'attends vraiment, encore une fois, D'accord. je peux pas j'ai pas envie de me prononcer tout de suite. Oui, bien Par sûr. contre, ce que je note, et il l'a dit très récemment, je crois que c'était dans Téléfoot, la volonté de réaxer Mbappé, non pardon, c'est sur Amazon Prime, de réaxer Mbappé, Benzema et Griezmann, c'est ce qui l'a poussé du coup à jouer à 3 derrière Des pour mettre pistons, les 3 ensemble Exactement. et Plutôt que les- exprimer ouais, c'est le clair. meilleur de Benzema, le meilleur de Mbappé, le meilleur de Griezmann. Je trouve cette idée plutôt intéressante. Est-ce que ça va marcher? Peut-être pas. On voit une complémentarité naissante entre Benzema et Mbappé. Je pense, avant en tout cas le retour de Benzema en sélection, qu'il y avait une complémentarité évidente parce qu'ils parlent le même football entre Griezmann et Benzema. Griezmann-Mbappé, on la connaît. Maintenant, il faut que ça marche à 3. C'est pas forcément évident, ça doit prendre et ça prendra du temps. Et mettre c'est Griezmann un tentant. cran derrière, même pour les efforts défensifs et tout, ça a du sens. Je trouve que Il est ça en a même dessous, du lien avec le milieu aussi. Donc moi, je suis quand même assez En d'accord. dessous, j'ai l'impression. assez que d'accord. Alors, Griezmann qui revient quand même assez en forme, aussi bien avec son club qu'on l'a vu en sélection. Alors, on va pas le juger sur le Heureusement Kazakhstan, qu'Alpeno, bien hein. évidemment. Parce que- Oui, mais bon, en tout cas, mais il y a du gros, mieux quand même avec l'Atlético, non? Oui, alors, il y a du mieux. Il y a du Bah, mieux. En même temps, c'est plus t'es que dans du un mieux. trou, Ah oui. t'es dans un trou. Ah oui, oui, non, non, c'est sûr que il y ça a pouvait du pas être mieux, pire, bien sûr, ouais, il y a du mieux, il y a du mieux. C'est pas encore le Griezmann de l'Euro 2016, c'était dans ce sens-là. Moi, il y a un truc qui m'a régalé sur ce match. Après, on va vite se projeter sur la Coupe du Monde. C'est le gardien du Kazakhstan. Ah oui, qui a passé une très très bonne soirée. Le à 10 de Paris. Mbappé peut-être dans Non, l'équipe. alors ouais, ça je trouvais ça honteux de mettre 10 à Mbappé, même si c'est un quadruplé. Après, tu Honnêtement. sais, genre Non, moi aussi, quand j'ai attends. vu 10, j'étais un peu surpris. Ah, je suis choqué. Après, c'est quand même. On peut l'aimer ou pas l'aimer. Le mec lâche une stat de 1958. Non, Tu vois, je suis d'accord un avec quadruplé toi, avec je suis l'équipe de d'accord. France dans un match Alors, officiel. attends. Je voulais vous faire le petit quiz, mais visiblement, Alors, tu avais la stat. Oui, qui avait les. Francis Fontaine, quand même, à la Coupe du Monde. Non, mais alors, dans ces cas-là, bien sûr. qu'est-ce que ça vaut Zidane contre le Brésil en 2006? Si tu mets 10 Non, mais à ça Mbappé marche- contre le Kazakhstan Ça comme ça. ne ah, marche si. pas, ça marche pas comme ça. Je suis pas en train de te dire que Ouais. je compare. Je dis que de but en blanc comme ça, la stat est folle. Il y a Ouais, aucun, ouais. les grands attaquants de l'équipe de France, on a aucun mais qui l'a fait Camille, par qu'est-ce Juste que- Fontaine. D'accord. Il y a 70 ans. Non mais C'est vrai. voilà, mais c'est tout. ça, Je pense que T'as tout à fait raison. j'ai Mais pas neuf- besoin d'en dire plus. Mais 9, moi, je sais bien quand même que le contexte, et de prendre en compte le contexte. Là, mettre un 10, c'est Je quand m'en même... fous du 10. Je suis pas là pour dire 10. Je suis juste en train de vous dire qu'on a quand même un joueur de Oui, 22 ans qui a fait à 50 tomber une stat sélections. de 50 ans.
Il y a aussi ce truc-là, c'est que tu sais, quand on disait il veut marquer l'histoire, il écrit son histoire un peu trop vite, et on est tous d'accord autour du plateau. Là-dessus, ouais. Après, il y a l'autre réalité, celle des chiffres, des stats et de l'impression visuelle. Frérot, les matchs internationaux, c'est des matchs internationaux, et tous les joueurs qui les ont joués disent toujours que c'est différent. Même quand tu mets une branlée à une équipe, ça reste un match un peu différent. Il a mis un quadruplé l'autre con. Hein. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est incroyable, il a mis un quadruplé. Je suis pas dingue. Tu l'avais pas dit, c'est-à-dire que tu lui mets 9, mais quand tu justifies le 9, c'est-à-dire qu'il a fait un truc pas très bien dans le match qui justifie qu'on lui enlève un point, tu vois, c'est toujours. Si tu prends Pour sur moi, la note, je voulais même pas en parler, c'est vraiment. mais Il a mis un quadruplé, le gars. Et il a fait 2 passes D, donc oui, bon, quelque part, il mérite un 10. Moi, ce qui m'a régalé, c'est plus le Parc des Princes, les gars. Parce qu'un match de l'équipe de France au Ça Parc faisait des longtemps, Princes, ça faisait très longtemps. Et franchement, je trouvais que l'ambiance était bonne. Noël Le C'est Graët. quoi le dernier souvenir de. Putain, je sais Moi, pas, c'est- ça remonte. Il y a Ouais, c'est des années Bulgarie, 90. Ah oui, ouais. Non, mais moi, tu sais, quand je pense Il y a eu un l'équipe- France-Écosse. Oui, la oui, Parc de- Oui, t'as Ouais, raison. Au moment où il y avait les travaux au coupé Stade dans de les France. bouts d'Andorre. T'as raison. T'as raison. Je sais plus. Et en ce moment, il y a même des négos. Et d'ailleurs, Noël Le Graët a un peu allumé la mèche en disant bon, moi, je trouve pas qu'il y ait une obligation à jouer au Stade de France. On paye cher de Stade de loyer, cave. etc. Je pense qu'à mon avis, c'est plus de la négo qu'autre chose. Oui. Bref, en tout cas, je trouvais très sympa que, et je suis désolé, c'est pour le symbole, c'est hors sport, mais que avec les commémorations, bien sûr, de ce qui s'était passé au 13 novembre 2015, Et puis, eh bien, accessoirement- c'est très beau que ce soit fait au Parc des Princes. Accessoirement, l'équipe de France n'appartient pas qu'aux Parisiens. Moi, j'aime bien voir l'équipe de France Exactement, jouer à je suis d'accord Lyon, à avec toi. Lens, à Saint-Etienne, à Bien Marseille. sûr, à c'est c'est Bordeaux. très- ce qui se fait- ce qui se fait de temps en temps, quoi. Souvent, Ouais, quand voilà. Marc au Parc des Princes, c'est très souvent, rare. quand c'est Attends. pas à Paris, souvent. C'est à Guingamp. Vraiment c'est, bizarrement, ouais, pas à ouais. Guingamp. Vraiment bizarrement. Bon. Je dis ça, je dis Ça, rien. c'est vrai. Guingamp, ils ont Ah, ça, reçu c'est vrai. un nombre de matchs. Rennes aussi, il y a eu un match il y a pas longtemps. Oui, oui, Enfin, il me Rennes, semble, après, Horizon, c'est mais pas- en général, Horizon, on est pas. dur, on va partout en France avec l'équipe de France. Il y a eu Plus souvent à Strasbourg, Guingamp quand ces même, dernières années. il y a eu Strasbourg il n'y a pas longtemps aussi. Ouais, ouais, le Strasbourg, ouais, la ouais, Nouveau ouais. Stade, les Lyon, les Bordeaux, on est dur là quand même. C'est vrai qu'on a un petit peu Au dur. Parc, mais c'est bon. très rare. Bah, au parc, c'est oui, du fait que tu es Stade de oui, France, c'est normal. forcément, de facto, voilà. Donc c'était le petit truc. Les gars, on se projette. Le mondial, c'est dans un an. Il y a quelques mois, la France, on en avait parlé, avait échoué bien sûr dans sa quête au titre de l'Euro 2020, hein, qui s'est disputé bien sûr, vous le savez, et pour les raisons que vous connaissez en 2021. Deschamps a validé son ticket, Deschamps a commencé à faire des choix, entre guillemets, déjà d'hommes, à faire des choix tactiques assez forts, même si on attend bien sûr des grosses confrontations pour pouvoir commencer à juger. Quelque part, est-ce que où est-ce que vous placez l'équipe de France là déjà dans cet objectif Coupe du Monde? Alors, je ne vais pas vous demander si la France est favorite à cette Coupe du Monde 2022, parce que c'est un petit peu tôt, mais quand même, en Moi, je peux validant te le répondre ticket... oui, hein. Oui, mais en validant le des ticket aussitôt, ça te permet quand même de voir venir, de pouvoir travailler, de pouvoir préparer. Et avec ce que nous a expliqué Hamza sur les différentes sélections internationales, tout le monde n'a pas ce luxe-là. C'est quand même une bonne nouvelle pour Oui, la bah, France. après, tu es une équipe champion du monde en titre qui sort d'une compétition internationale, donc l'Euro, pour pas le citer, où tu passes un peu au travers. Et moi, ce que je kiffe avec cette équipe de France-là, ce qui me rend optimiste pour la suite, il y a des raisons tactiques, on vient d'en parler, et il y a surtout le fait que cette équipe-là, ben, elle a parfaitement digéré cet échec-là. On les a vus très forts sur la Coupe des Nations, la Ligue des Nations, pardon. On les a vus, là, je les trouve pareil, tu vois, là, ils mettent 8-0, même si c'est le Kazakhstan. Mec, tu mets 8-0 une équipe. Ouais. Tu vois, on a tous fait, dans tous les sports qu'on a pratiqués, quand tu joues contre des équipes qui sont tes ultra favoris, c'est où tu te simplifies la tâche, c'est-à-dire que tu vas très bien, ou alors des fois, c'est des matchs où tu peux vite te faire chier. L'équipe de Ah, le France, match on a fait aller, plein. hein. Le match aller. Ouais. Un dimanche à 15h, je Bon, crois. c'est ça. C'est horrible. Donc moi j'ai l'impression que mine de rien que l'effet Benzema est en train vraiment de prendre, de faire effet, et c'est cool. Alors oui, il y a eu des choix. Giroud, clairement, Olivier Giroud, on est clairement le premier, le premier fusible. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve que cette équipe-là, elle est encore jeune, elle a de la gueule, il y a un talent incroyable. Il y a du caractère un peu. T'es champion du monde et t'es très revanchard. Et puis t'as un mec comme Mbappé qui est en train de devenir peut-être le meilleur joueur du monde. Ouais, bah, vas-y, hein, mais bien sûr qu'il faut être favori et ambitieux. Bah oui, mais malgré le couac de l'Euro, tu as quand même une équipe de France qui a l'air sûre de ses forces, sûre de ses points forts, qui travaille sur ses points faibles. Moi, j'ai encore une petite interrogation sur les trois que tu vas mettre dans l'axe en défense. Tu mettrais qui là, à l'heure actuelle, là, comme ça? Moi, Dans un an. Upamecano, il me rassure pas. C'est Varane, Kimpembe- là-dessus, genre. Kimpembe Il est sur un Varane début me de saison rassure- compliqué, Kimpembe Upamecano, Varane hein. me rassure encore moins. Alors, Polo sélectionneur, il met qui? Vas-y, mets-nous. Bah, tu laisses Lucas Hernandez, ça me Ouais. va, à côté de son frère à gauche. À gauche, oui, moi j'ai le problème avec la droite et la gauche. J'ai toujours un petit temps de Il en réaction. manque deux, Polo. Vas-y, vas-y. hein. Ça dépend de quoi on parle, Polo. T'as ton axe gauche, quoi d'autre alors? Vas-y. Écoute, tu vois, quitte à pas être sûr, autant installer Upamecano, tu vois, qui est l'avenir de cette Alors, équipe de c'est l'avenir. En ce moment, ils m'ont appelé pour le remplacer. Oui, Donc, il est mais- catastrophique.
Upamecano à la place de Varane. Non, mais c'est un Très point fort, c'est très intéressant. critique. J'ai mis au Bayern, Upamecano et même Kipembe à la place de Varane pour l'instant. Kipembe, Et après, je suis très inquiet. Et à droite, tu mets Koundé. Et je laisse Koundé. On partira avec une 3. J'en ai comme ça, donc c'est intéressant d'avoir ton avis comme ça. Mais franchement, je me pose des questions et je vais vraiment analyser les performances des uns et des autres pendant ces 3-4 mois qui arrivent parce que Ça s'appelle Guy Stéphane, toi, maintenant. Voilà, Ça lui a pas fait du bien un petit peu. J'ai de manière globale, il n'y a pas un mec qui me rassure dans cette défense. Il est blessé, Varane, mais j'ai quand même l'impression, Hamza, dis-moi, que l'Angleterre lui a fait du bien ce nouveau challenge un petit peu. Bah forcément, tu te mets en danger. Il était peut-être en zone de confort. Il était vraiment tranquille au Real, même si cette dernière saison était compliquée sans Sergio Ramos, qui était blessé. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Mais le fait d'aller à Manchester, on rappelle quand même que Varane, alors j'ai pas son âge exact, mais il est quand même relativement très jeune 39, encore. Oh, bah, je pensais. Ah, ok, autant pour moi. Je pensais même un peu moins, tu vois. Mais non, mais Raphaël Varane, le fait d'aller à Manchester, d'aller en Angleterre, de découvrir un football et en plus un football peut-être où il y a plus d'engagement pour les défenseurs, 28. ça va lui permettre, je pense en tout cas, de se mettre en danger et d'avoir une sorte de vent de fraîcheur dans sa propre carrière. Et peut-être que ça C'est ce qu'il a dit de toute façon, il avait besoin de nouveaux changements. Donc pour revenir à ce que dit Plo, moi je pense que je garde Varane quand même pour l'expérience, pour le Moi aussi, papa. Je peux pas l'enlever. J'aime beaucoup. Ça se tient, hein. Moi, je te dis, je suis pas que ce soit l'un ou l'autre, j'ai pas fait de choix. Pour moi, Kipembe, que j'aime beaucoup, honnêtement, là, depuis 3 mois, 4 mois, c'est trop compliqué. Honnêtement, c'est trop dur pour lui. Je pense que même, c'est pas lui rendre service que de le foutre, que de le faire jouer. Et puis il y a autre chose, c'est que tu vois, par exemple, pour Varane. Varane, c'est vrai qu'il est un peu balbutiant et tout ça, mais il n'y a pas un gars qui émerge. Alors, pas Upamecano, mais il n'est pas arrivé, il n'a pas tout arraché. Donc, Oui, c'est contrairement à Kipembe, il y a Lucas Hernandez qui est clairement un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Donc, s'il y a un choix à faire aujourd'hui, tu vas Là pas où je te faire, Lucas. rejoins, Kipembe aurait plus sa place à la place de Lucas Hernandez côté gauche, mais Mais tu Lucas sais- Hernandez est pour l'instant Bah oui, donc voilà. Là où je te rejoins, alors, je sais pas si c'est vraiment les idées d'idées des champs, mais on voit de plus en plus que dans des équipes qui jouent à 3 stoppers, on voit très souvent des entraîneurs mettre par exemple sur un côté, sur un côté on va dire de ta charnière à 3, un latéral. Ce qui permet en fait, si tu veux, de créer un surnombre lorsque tu récupères le ballon. Tu as le 6 qui va venir coulisser, s'installer dans la défense centrale, le stopper qui va monter d'un cran et qui va faire office de deuxième latéral. Et ça peut être intéressant, tu vois, justement, de ce que tu disais sur le petit Lucas Hernandez. Ça peut être intéressant, du coup, de s'appuyer sur lui. Ouais, Ça deux peut frères. apporter de l'équilibre, apporter un petit peu de surnombre. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a Tom Servino qui nous dit que Koundé c'est bien mieux en défense centrale qu'en piston. Il a raison. Ah bah oui, Non, mais ça c'est on a- ça là-dessus. on a- c'est- on a- ah ouais, ouais. Mais voilà. Il y a que d'idées sur Et ce ça, ça, et ça marche tout à avec l'heure. Pavard. Vous savez que ça marche avec Pavard. Pavard, on peut le défoncer et tout. Il n'a pas du tout le profil pour être piston. Il serait largement clairement. plus à Il n'a l'aise. pas le physique. et plus- clairement. Non, mais Il a pas les c'est qualités, pas il a le pas les profil. qualités pour Pas être le piston. profil. C'est un gars qui devrait jouer axe droit dans une charnière à 3. C'est la même chose. Pavard, il faut quand même refaire l'histoire. Alors lui, il a mis ce but, c'est merveilleux, l'Argentine. Il a mis ceci, France cela. aussi. hein. Benjamin Pavard, Ouais, mais ça n'a pas été le premier. lorsqu'il arrive en équipe de France en 2018, faire marber, lorsqu'il est installé sur le côté droit de la défense, Pavard, il joue défenseur central axe gauche à Stuttgart. En D2, C'est hein. presque pareil. En D2 à Stuttgart. Incroyable. 50 mètres d'écart. Ouais, non, non, mais ça- C'est la même ligne, non, et puis surtout, Après, c'est peut-être la télé de Deschamps qui a un problème. Hein. Peut-être qu'il apporte plus de Ouais, mais terrain, tu sais que, souviens-toi que Pavard dans la prépa, il est super bon et c'est pour ça aussi qu'il est installé. Et il est blessé, Et puis Sidibé. surtout, il y a Sidibé, Sidibé, Moi, mais- je me il rappelle- dépanne, il Ouais, dépanne ouais, Pavard. hein. Moi, je me rappelle surtout de deux grands consultants foot qui, juste avant son but contre l'Argentine, ont dit à l'antenne, et ils avaient raison, le 8e de finale de la Coupe du Monde, c'est plus son niveau. Pavard, Benjamin c'est vrai. Pavard, Je me et souviens, c'était la il a dit, vérité. Et c'était la Je vérité. crois Il y a un top qu'avant 8 son derrière, mais- il prend une grêle par Di Maria. Di Maria, il est Ça, terrible, ça, avec lui, hein. l'un n'empêche Ah pas ouais, ouais. que moi, et Exactement. qu'avant son but, il fait une Coupe du Monde. Somme toute très moyenne, et je dis, et j'ai vraiment cette sensation, je dis, en fait, Pavard, c'est plus son niveau. je pense qu'on pour l'a les tous, raisons hein. que tu viens de nous expliquer, mais j'ai l'impression que c'était pas souvent. Après, il met le but du siècle, et là, après, bon, mais. Tant mieux, on va pas- Tant on va mieux, pas mais on va cracher, pas. hein. mais- On va cracher dedans. On va Non, cracher dans la soupe, on l'a mais, célébré, en mettant une semaine à Polo d'ailleurs et tout, mais. Pas bonne cause. Les aléas Bon, les amis, du métier. bon, les amis, en tout cas, pour cette équipe de France, on va pas trop se projeter sur ce mondial au Qatar. On va C'est attendre de rassurant voir. quand même, Mais de c'est manière rassurant, globale. voilà, c'est ça. Souvenez-vous, On va il y a un petit 3 peu dedans. mois, moi je voulais Ah qu'il oui, se barre, oui, oui. Didier. hein. Ouais, Et on là, avait le commencé mec, la première émission à House of Sport, Normal. c'était au revoir Didier. normal. Beaucoup de gens parlent de Saliba aussi dans la Oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai L'homme qui qu'il fait- émerge qu'il du fait, côté ouais, de la qui- Canebière. qui fait, J'ai vu un exactement nom, une j'ai très vu un belle nom saison, très là. rapidement dans le chat. Jonathan Klaus sur le côté droit. Oui. Il revient souvent. hein. Mais tu sais que c'est un Bon, profil. Deschamps regarde pas la Ligue 1. Alors je vais te dire, moi je te dirais oui toujours parce que c'est un profil en plus qui est assez rare en France et notamment en Ligue 1. Aussi parce qu'il est passé par le national, mais c'est un profil Deschamps, on le prendra jamais quoi. Non, mais ça sur le Pour côté droit de la l'instant. défense. Après, Non, mais Deschamps, dans la carte d'identité Deschamps, du il a mec, il le toujours, prendra jamais Deschamps a quoi. toujours été clair par rapport à cela ces dernières années. Je me souviens, je crois que c'était Umtiti ou Lacazette. Non, je crois que c'était Umtiti.
c'est un joueur qui n'a pas d'expérience européenne. Et ça, des fois, il a besoin de s'appuyer sur des joueurs qui c'est même pas l'expérience européenne, c'est la Ligue des Champions. Voilà, c'est le joueur. Ça se tient, ça aussi, non? Le joueur. Non, mais c'est son raisonnement. On a le droit d'être en désaccord, mais c'est son raisonnement. Exactement. À partir du moment où tu suis son raisonnement, il n'y a pas de problème. Effectivement, Jonathan Klaus, aujourd'hui, il n'est pas en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça offre un CV, une carte de visite, finalement, un passeport limite pour l'équipe de France. C'est le choix. Un pass sanitaire. Si tu veux, c'est le choix en tout cas de Didier Deschamps. Après, effectivement, moi je trouve regrettable qu'à un poste si problématique en équipe de France, On n'essaye pas tu d'autre ne chose. tentes pas, surtout face au Kazakhstan. Kazakhstan, tu peux essayer. Ah, mais Jonathan il Klaus, essaye c'est le quand même, meilleur c'est bien latéral de- aussi, il a une quand belle même. patte. Il a une belle patte, Klaus. Ça peut aider aussi sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, etc. En tout cas, ça peut être très, très, très intéressant. Fin de cette page. Équipe de France, les Il est amis. pas loin de l'équipe de France quand même, Klaus. Il est aux portes de l'équipe de France, Klaus. Oui. Oui, non, il est je- close, je- je ouais. l'avais. Il est close. C'est dur Very aujourd'hui, close. hein. Non, Il est very close. Retrouve comment au Dozan, hein, tous les vendredis de C'est tout pour 18h30 moi. à 17h30. Voilà les amis pour cette page football. Non, il n'y a pas que du football dans House of Sport. La preuve, on va ouvrir une large page Formule 1. Ils ont vécu tous ensemble ici sur cette table un marathon F1 ce matin de près de 2 heures d'enregistrement. Eh bien, on va s'offrir une belle demi-heure tous ensemble. Et avant de rentrer dans le dossier de la semaine, donnons la parole à l'homme qui vous ravit bien sûr à chaque fois avec ses mots M-O-T-S. C'est bien sûr notre ami Tom. Le Tom berger. qui a regardé Tom ce the week-end. T'as pu garer tes moutons ça s'est bien passé. devant Webedia? Il a pas bien passé. Un peu sali. Un mouton treillis, les amis. Enlève-moi C'est un cette mouton merde, de là. guerre. Tu t'as l'air complètement. Pourquoi t'as gardé ta merde. veste? Enlève-moi ça. Laissez-le, laissez-le. Arrête. Non, tu t'inventes une vie là avec ta veste. Oh, calmez-vous. Oh Merci. Revenons-y au week-end de Tom, les amis, parce que Tom, il m'a fait plaisir. Il a regardé un Grand Prix de Formule 1. Et ça lui a rappelé ces grandes années, les grandes années où on le surnommait notamment Michael Schumacher, non pas pour ses talents de conduite, mais bien pour son niveau au ski. Aïe. Il est là pour nous parler de Formule 1 et comment Netflix a joué un rôle justement dans son amour pour la Formule 1. C'est le mot de Tom. Pas cadeau de lancement. Hein. Salut Manu, salut les gars. Ce week-end, ouais, j'ai kiffé. J'ai regardé le Grand Prix du Brésil en entier et encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était une superbe course, hein, avec surtout un niveau de conduite exceptionnel, hein, qui confirme que Brésil ou pas, il n'y avait aucun doute sur le fait que ce soit des hommes au volant. Une bonne black ball pour commencer. Ça fait jamais de mal. Non, franchement, jamais j'aurais pu imaginer que cette année, je regarde autant de courses en entier. En même temps, il y a 2 ans, la Formule 1, c'était juste un hôtel un peu trop cher pour mon budget. Je vous rassure, aujourd'hui, ça va mieux. Je me permets même des petites formules douche collectives. Mais le truc qui a changé entre-temps, c'est l'arrivée d'une série sur Netflix, une très bonne série sur le sport. Alors non, Thomas, je parle pas des frères Scott. Hein. Je sais que tu as toujours aimé l'hommage qu'ils ont rendu à ton sport. Là, je parle bien de Formule 1 et de la série Drive to Survive. Le pitch est simple, hein. Tu suis les 20 pilotes de F1 durant une saison, avec tous les coulisses, les insides, et tu découvres des personnages, tu t'attaches à certains, t'en détestes d'autres, hein. Un peu comme dans une fiction finalement, où Hamilton serait Jon Snow, le gars trop fort, cheveux longs, beau gosse, et Verstappen serait Geoffrey, un bon fils de riche. Bon, alors du coup, moi je comprends pas parce que dans l'épisode on en parle depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est vraiment bien de romancer justement une saison sportive de la même manière que le fait Netflix? Ouais, ça dépend, hein, si c'est mieux écrit que la POC série avec la POC House et la POC Dance, oui. Par contre, je suis d'accord avec toi, ça peut causer du tort à certains pilotes. Typiquement, le cas Max Verstappen, qui avec la série est devenu un peu un personnage détesté par pas mal de personnes, vu un peu comme un méchant, parce que Netflix, comme tous ces documentaires, évidemment, fait du montage, et avec du montage, tu peux tout créer, tout inventer, surtout de la rivalité, hein. D'ailleurs, les monteurs sont souvent belges. Après, tu peux pas reprocher à Netflix non plus de trouver une trame, hein, à sa série, surtout que c'est ce qui la rend aussi cool à regarder et à suivre, mais quand tu vois que Verstappen refuse de tourner dans la prochaine saison, ça fait poser un peu des questions. Alors, est-ce que quand on regarde comme ça une série un peu modifiée qui rend la chose un petit peu plus belle, est-ce qu'on n'a pas peur du coup d'être déçu par la réalité? C'est vrai, mais mon Manu, mais tu sais, j'ai eu Tinder, donc je suis préparé à ce genre de choses. En plus, cette saison, nous, les novices, on a de la chance, car la Formule 1, qui était devenue aussi palpitante que ma grand-mère en EHPAD, a enfin retrouvé du peps. La F1, hein, pas ma grand-mère, malheureusement, elle, c'est plutôt la fin. Hein. Cette saison, la bataille pour le titre entre Hamilton et Verstappen est incroyable. Et en plus, c'est la fin de l'ultra-domination de Mercedes. En plus, là, on est à quelques semaines du terme de la saison et chaque course devient un enjeu incroyable. Donc franchement, c'est passionnant à suivre. Moi, maintenant, en plus, je vis à Paris, donc je vibre comme ça devant la F1 parce que à Paris, bientôt, on nous imposera à tous de rouler en électrique en mangeant des graines. Mais parfois, quand même, j'oublie tout ça et je me laisse tenter par un petit dépassement à la Fernando Alonso sur le périph', une petite accélération en sortie de virage. Mais bon, je suis vite rattrapé par un flash de radar parce que je roulais à 32 km/h, pardon, ça me fait bégayer. Alors je relève le pied et après
3 heures de bouchons infernaux, comme un bon dimanche après-midi, je me pose devant ma télé. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, à défaut de pouvoir vivre la chose, parfois, la procuration, ça reste la meilleure des sensations. Alors merci la F1 pour cette saison. Merci surtout à toi, mon cher Tom, pour ce joli mot, pour tout ça. On embrasse bien sûr Merci, Mamie. C'était voilà. J'ai Corinna Schumacher qui m'a envoyé un petit message. Vraisemblablement, l'interview avec Michael est décalée pour la semaine prochaine. Merci Tom. Les pistonnaires par le lobbying de 4 ans, mais c'est pas grave. Merci Tom en tout cas pour ce mot introductif. Max Verstappen, ça tombe bien qu'on en parle. Après le Grand Prix de Sao Paulo qui avait lieu à Interlagos ce week-end, ça tombe bien qu'on en parle parce qu'on risque de beaucoup parler de Lewis Hamilton dans le sujet qui vient, mais on va parler de cette rivalité absolument incroyable, une saison 2021 déjà historique. C'est la question du débat aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime quand on débat sur la Formule 1, quand on a surtout une saison qui nous permet, Hamza, on sait quelque chose, de dire en société, non, la F1 n'est pas chiante, oui, il se passe des choses, vous pouvez vous passionner pour ça. Et justement, notre ami Tom Ciaravino nous l'a montré, il s'est pris au jeu de la F1. La F1, saison 2021, il nous reste maintenant 3 courses à vivre dans cette fin de saison. 14 points séparent Max Verstappen de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a fait une masterclass absolument extraordinaire. Avant de parler de ce duel, revenons quand même sur ce qui s'est passé ce week-end parce que franchement, depuis hier, je cherche un peu dans mes souvenirs. Je t'interroge d'ailleurs là-dessus, Hamza. J'ai rarement eu un pilote qui a laissé une impression aussi forte alors qu'il a eu un parcours semé d'embûches, notamment vendredi, avec 2 pénalités. Une de 5 places sur la grille du fait d'un changement moteur et une pénalité, une disqualification en qualification, en essai qualificatif, en vue de la course qualificative du fait d'un DRS non conforme. Si tu prends, on parle d'un pilote qui a plus de 100 victoires en Formule 1, Lewis Hamilton. Il a quelques victoires références. On pense à la Turquie la saison dernière. On pense à Silverstone en 2008, je crois, où il termine avec plus d'1 minute d'avance sur la concurrence. Mais celle-là, je trouve, elle dégage. Alors, c'est aussi peut-être l'instant qui fait qu'on vit ce moment. Et c'est magnifique. On trouve cela encore plus beau. Mais au-delà du résultat et de la performance sur l'ensemble du week-end, je trouve que c'est le body language, le fameux body language dont on parlait tout à l'heure. Exactement, ouais. Le langage du corps, comme tu dis. Le langage du corps, fameux, qui me passionne encore plus et qui me fait dire que chez Mercedes, chez Lewis Hamilton, chez Valtteri Bottas, on avait vu son départ assez musclé sur Max Verstappen. Il a perdu, mais il a tenté, contrairement à Mexico. Chez Mercedes, on est remonté comme jaja, et là, on va se retrouver avec 3 grands prix. Ça va être une dinguerie. Mais moi, j'ai l'impression que s'il n'y a pas cette histoire de DRS, alors on les sent quand même arriver avec des bonnes intentions, on sent que le nouveau moteur fait son effet dans la Mercedes, mais j'ai l'impression que là, ils se sont fait piquer. Et j'ai l'impression que, alors, on va pas parler de tournant à chaque course parce qu'on va paraître ridicule au bout d'un moment, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé une sorte d'électrochoc, quoi, j'espère qu'il regarde Toto Wolff, l'attitude de Toto Wolff tout au long du week-end. Il était excité. Il s'est fait piquer, quoi. Ah oui, j'espère que chez Mercedes, ils n'avaient pas besoin de ça pour se remettre dans le bain, parce qu'effectivement, après Mexico, on avait l'impression, au niveau des déclarations des uns et des autres, que Mercedes, limite, disait adieu au championnat. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé en 4 jours, mais ça, c'est impressionnant. Et puis, même pour nous, honnêtement, on passe, même au Brésil, malgré la course incroyable de Lewis Hamilton, quand Hamilton est deuxième, on passe potentiellement le titre est déjà quasiment acté pour Max Verstappen à un dépassement qui nous fait dire que c'est complètement relancé. Ça, Mercedes, on a l'impression que Mercedes, il l'avait en tête. Parce que j'ai l'impression que sur ce Grand Prix, ils ont pris tous les risques qu'il fallait. Et encore Hamilton, ils arrivent à le pondérer un petit peu, notamment avec les pneus. Quand il y a ce stand, il sort des stands et qui dit « c'est pas les pneus que j'ai demandé, je voulais des pneus pour envoyer d'entrée encore plus ». J'ai l'impression que malgré tout, Mercedes, ils savaient qu'il fallait absolument qu'ils gagnent et qu'ils ont pris tous les risques pour ça. Mais c'est peut-être une stratégie, tu as peut-être raison. Peut-être que la stratégie à Mexico, c'était de la com', de faire semblant, de faire paraître que c'est terminé. Et au final, ils reviennent beaucoup plus fort. Et là, on a 3 circuits, dont 2 nouveaux circuits. On a tendance quand même à l'oublier, il faut le rappeler. Le Qatar, c'est la première fois que la F1 va au Qatar. L'Arabie Saoudite, c'est la première fois que la F1 va en Arabie Saoudite. Derrière, tu as Abu Dhabi, qui est un circuit revisité parce qu'on a toujours eu des courses. C'est dodo, quoi. C'était la siesta à Abu Dhabi. Là, on se retrouve avec potentiellement 3 circuits, ou en tout cas Arabie Saoudite et Abu Dhabi, 2 circuits qui seraient peut-être davantage typés. Mercedes, même si on dit ça depuis le début de saison. À chaque fois qu'on dit ça, on s'est planté. Ça veut absolument rien dire finalement. Mais si le moteur de Lewis Hamilton performe toujours autant, ça peut faire très très mal, et là, la fin de saison, elle peut être vraiment incroyable.
Il a combien de Grands Prix, le moteur de Verstappen? Parce que visiblement, j'ai l'impression, et les mecs dans le chat en parlaient, que c'était peut-être dommage et que c'était peut-être pas assez pénalisé le fait de pouvoir changer de moteur si tard dans l'année pour te donner quand même un vrai net avantage. Alors là, je pose la question à vous, Je sais plus, spécialiste. c'est pas en Italie. Non, attends, j'ai peur Moi, de dire une j'ai- bêtise. ouais, Je sais plus Mais quoi, qu'est-ce qu'il a c'était changé. quoi? C'était il y a bien plus longtemps, et pour le coup, là, visiblement, en termes de Complètement. moteur, c'est quand même Hamilton qui va avoir un bel avantage. Et je trouve que la pénalité, elle est quand même très peu sévère, 5 places. Quand on sait Il a pris l'étoile, Hamilton, là, clairement. Surtout qu'il gagne le Grand Prix derrière, quoi. Bah, Tu vois, c'est En ça, fait, quoi. si tu- Avec une disqualification Ah, en plus. oui, oui. quoi. Donc, En fait, la difficulté que tu as aujourd'hui, et d'ailleurs, ça nous a pris un peu de temps Depuis la Russie, les hier gars- dans les gars nous depuis disent, la hein. Russie. Merci beaucoup, les amis dans le chat. Ça nous a pris beaucoup de temps justement à travailler sur ce point hier soir avec Hamza et Brice. C'est qu'en fait, si tu veux, ton moteur, tu ne l'exploites pas de la même manière et tu n'es pas arrivé au même niveau. Parce que ce qu'il faut rappeler un truc, c'est que l'année prochaine, les moteurs vont être gelés pour plusieurs années. Donc, c'est-à-dire que tu ne pourras plus toucher à ton moteur si ce n'est pour travailler sur la fiabilité. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, il y a une course un petit peu à l'armement au niveau de la performance pour essayer de travailler le plus possible sur la performance avant que justement tout soit terminé, fermé et que tu ne puisses travailler que sur la fiabilité. Et là, c'est ce qu'on a vu, et on en parle d'ailleurs dans l'émission avec Julien Febro ce matin, c'est qu'en fait, Mercedes est arrivé avec des nouvelles pièces. Au nom d'ailleurs du travail sur la fiabilité, ils ont réussi à trouver quoi, 14, 20 chevaux? Il disait 14 chevaux. 14 chevaux. Et c'est quand même assez fort. Hein. Quand tu travailles sur la fiabilité, c'est quand même pas mal de faire ça. Et Ça marche par pas avec ma voiture. Hein. Quand Oui, ça voilà. marche avec la fiabilité, perso, c'est pas 14 chevaux. Et par contre, peut-être le pendant et la chose qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, on le constatera peut-être sur les 3 prochaines courses, c'est qu'il y a peut-être des risques aussi qui sont pris chez Mercedes. C'est-à-dire qu'on pousse peut-être ce moteur à un certain régime qui peut peut-être endommager ce moteur à terme, peut-être les obliger à en changer. Alors, je pense pas parce qu'il reste que 3 courses et ces moteurs sont quand même censés en faire au minimum 5. Mais en tout cas, voilà, il y a tout, si tu veux, ce secret un petit peu des dieux au sein des motoristes, au sein des écuries et vraisemblablement, en tout cas, Mercedes a adapté un petit peu plus le Et là, curseur sur ce week-end. Hein. le rapport de force avec Red Bull, il est complètement inversé parce que Red Exactement. Bull a la pression, mais potentiellement, tu as une Mercedes qui a un meilleur moteur et potentiellement une meilleure voiture. Là, chez Red Bull, on va se poser rapidement la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur une stratégie plutôt défensive où on essaie d'être conservateur et on limite la casse? Ou est-ce qu'on va, ça se trouve, dès le prochain Grand Prix, Red Bull va arriver et te dire, Tu ferais on quoi, change toi le moteur? Tu ferais quoi, toi? Ah, c'est une belle question, c'est ça qu'on aime. Alors, Christian Horner, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vrai, tu vois, au moins sur la tactique qui est adoptée pour être derrière. Le problème, c'est d'être sur une piste où tu n'as pas de data, tu C'est n'as pas ça, de retour, c'est ça. tu n'as pas de feedback, tu sais pas du tout. En fait, ils peuvent se projeter avec généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent le week-end en simulateur et puis ils testent des réglages, ils testent des fonctions avec un nouveau moteur, un moteur usé à 75%. Le problème, c'est que là, le circuit, le prochain, tu le connais pas. Il y a T'es que des quand même motos. obligé d'adopter une stratégie. Je T'es l'entends, obligé- vous avez raison. Bien pas de sûr, data, mais je tu vas la l'entends. construire Faut bien. plus en essai Après, libre le Qatar, qu'en amont. Quoi. Le Qatar, manifestement, ça a l'air d'être un circuit. Enfin, c'est un circuit moto et du coup, ça a l'air d'être un circuit où il est difficile de dépasser. Donc, la performance en qualification sera Devient très importante, encore peut-être davantage que sur d'autres circuits. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher là-bas? Est-ce que tu peux te permettre de prendre une pénalité au Qatar? On va découvrir le Qatar et la F1, donc il n'y a pas de réponse définitive. Mais je suis pas sûr que la meilleure stratégie soit de prendre une pénalité au Qatar. 2 questions, les amis. La première, surtout, elle est importante parce que je vois que ça débat pas mal dans le chat. Ils sont chauds, hein. Ils sont très très chauds et beaucoup de gens justement disent ouais mais on en fait beaucoup sur la performance de Lewis Hamilton parce qu'il a ce nouveau moteur, parce qu'il avait cette voiture qui était largement au-dessus de la concurrence. On rappelle le delta bien sûr en course une fois qu'il a passé Max Verstappen en termes de rythme, c'était près d'une seconde, entre 8 dixièmes et 1 seconde au tour. 10 secondes, ouais. Ouais, exactement. Est-ce que franchement on n'est pas dur, est-ce qu'on n'est pas un peu rabat-joie avec la performance de Lewis Hamilton? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne banalise pas l'exceptionnel quand c'est Lewis Hamilton? Moi, je trouve pas, et je parle vraiment sous votre contrôle, je trouve même au contraire qu'on en fait peut-être un peu trop. En tout cas, moi, j'ai été surpris de la manière dont on a encensé Lewis Hamilton. Je tiens à dire que je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Oui, hein. c'est bien de le préciser, surtout en ce non, mais moment. Quand Verstappen est devant au classement général, je veux qu'Hamilton gagne Ouais, bien pour sûr. revenir sur lui et vice-versa. Voilà, moi, mon objectif, c'est de voir une bagarre à Abu Dhabi. Allez, le Servette de Genève. Hein. Voilà. Mais le fait est que moi, quand je regarde la qualif sprint, enfin la course, hein, je vois Hamilton qui fait beaucoup de dépassements. Il en fait 14 ou 15, je ne sais plus exactement, dont 12 en ligne droite avec DRS sur la grande ligne droite d'Interlagos. Sans, je vais pas dire, enfin, il faut les faire, et puis il va pas s'excuser d'avoir cette voiture-là, parce que comme vous l'avez beaucoup, comme Julien Febro l'a beaucoup dit ce matin chez les pistonnés, il n'y a pas que la manière de la conduire, il y a la manière de la préparer et la manière de travailler avec les mécaniciens en amont, etc. Mais le fait est que j'ai trouvé qu'on a peut-être surestimé sa perf, notamment en quali sprint. Alors, je parle pas du Grand Prix, mais en quali sprint, qui lui fait remonter de la 20e justement à cette 5e place.
Moi, j'aimerais avoir ton avis, Hamza, mais honnêtement, moi, là où ça m'impressionne le plus, c'est que tu mets, je pense, 90% des pilotes, tu les fais remonter de la 20e à la 5e place et tu les fais remonter ensuite de la 10e à la première place, avec des concurrents à passer qui sont notamment des Max Verstappen et des Sergio Perez. Moi, pour moi, ça peut partir au tapis très rapidement. Et c'est là la force de Lewis Hamilton. Il place un frein, c'est sur Norris, je crois, en course qualificative. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que lui qui peut le faire parce que Max Verstappen est capable de le faire. Mais d'avoir en fait à la fois ce que disait Hamza, le côté body language, la maîtrise et l'excitation. Ouais. Et la Tu sais, c'est d'avoir les deux, quoi, en fait. D'avoir les deux. C'est-à-dire qu'il ne s'énerve pas. Quand il est derrière Perez, il peut tenter une dinguerie, perdre son temps, perdre son calme, son temps. Il n'a plus l'âge de ça. Il n'a plus l'âge de ça, mais t'en vois Ça qui. peut quand même arriver, quoi. Tu vois, Kimi Räikkönen, par exemple, Après, qui est je encore pense un peu que- plus vieux, il le fait parfois. Mais c'est là où tu as raison qu'il y a l'excitation, mais il y a la maîtrise aussi. Parce Complètement. que il sait aussi que quand il est derrière Perez, il fait une dinguerie. Quand il est derrière Perez, c'est assez tôt encore dans le Grand C'est Prix. très tôt dans le Tu Grand sais que Prix. s'il touche Perez et qu'il sort, merci, Complètement. bonsoir, bonne fin de saison, à tous, c'est fini. Donc, il a l'expérience un peu de ça. Mais tu sais, en même temps, dans la radio, on lui dit attention, il va falloir vite que tu te débarrasses de Perez parce que Verstappen est en train de prendre le largement. tu vois, donc, alors, je t'ai pas dit qu'il avait tout le temps, Non, mais non, bien sûr. il s'est donné le temps, il a attendu le bon Complètement. moment. Il a attendu le bon Ouais, moment. et là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'on sous-estime la pression que c'est de se dire Ouais. si je sors, c'est fini vu que Max de toute façon il Exactement. va remporter le Grand Prix. Donc en fait, la pression est sur ses épaules puisque Max il est, on le disait par rapport aux stratégies, il est dans un confort même si la voiture a l'air moins bien là depuis ce week-end. Il n'empêche que Max il est sur l'autoroute pour la victoire. Clairement. Et qu'ensuite avec les derniers week-ends, on sent que Mercedes était un peu down. Moi je trouve que la performance elle est tout à fait exceptionnelle Incroyable. et que oui il avait sûrement la meilleure voiture, mais on a surtout vu que c'était le meilleur pilote. Oui. Et qu'il n'y avait aucun doute, tu vois, sur le week-end. Donc, non, moi, je pense qu'il faut encenser. Et il faut l'encenser parce qu'on a vécu aussi une course fantastique. Parce que l'effet sur le moment, pour tous, là, on l'a tous regardé en direct. Putain, moi, j'ai regardé ça comme un grand moment de sport. C'est pas juste Non, ça, c'est Lewis clair. Hamilton qui revient. Tu vois, c'était vraiment exceptionnel. Le Donc, il faut l'encenser. le dépassement de Lewis Hamilton sur Max Verstappen, dans 30 ans, on le reverra. Exactement. Masterclass. Complètement. C'est masterclass, le Complètement. truc, tu vois. À La ce moment-là de la préparation, saison, ah oui. c'est fantastique. C'est C'est fantastique. ça. Tu sais que moi, j'ai crié, j'ai fait oufler comme un Gros, bus. exactement. C'est exactement ça. Le public s'y est pas trompé. On aurait dû un triplé de Pelé au Maracana, gros. Ça a crié et tout. C'est là où il est fort. De Mbappé au parc aussi, ça marche. Et tu vois, c'est là où il est très très fort, Lewis Hamilton. Tu te rends compte qu'il a quand même privé à domicile un pilote brésilien, pauliste, en plus de ça, Felipe Massa, d'un titre mondial, qui en aurait fait l'un des successeurs de la grande lignée des champions du monde scénario. brésiliens. Ouais. Et Lewis Hamilton réussit à jouer avec le public, il se l'est mis le public dans la poche tout au long du week-end. Et tu le vois, Max Verstappen monte sur le podium à la fin, il est sifflé, etc. C'est ça la force aussi, tu sais. On parle souvent du résultat sportif, mais il y a l'impression qui compte. Bien, et c'est vrai qu'avec Lewis Hamilton, tu vois, les stats, tout ce que tu veux et tout, c'est là que tu vois que l'impression est très importante, en tout cas sur cette fin de saison. Les gars, j'ai une question à vous poser et je voulais la poser ce matin à Julien Febro. On manque Mais ça faisait déjà 2h20 manquait que de tu temps. avais On manquait de lancé temps. le record. Pose-le à nous, c'est pareil. On manquait de temps. Julien Febro aime beaucoup dire, il le dit sur tous les plateaux, c'est pour ça qu'on ne lui a pas posé non plus la question. Cette saison 2021 est déjà historique. Moi, j'avoue, je me mets en contre avec tout ça, parce que même si je me régale avec cette saison 2021, pour moi, et c'est souvent d'ailleurs un de tes arguments que tu disais dans la classe foot, tant qu'une carrière n'est pas terminée, j'aime pas juger une carrière. Et ben moi, c'est assez pareil. J'aime pas dire cette saison a un caractère historique ou non, tant que tu n'as pas le point final, c'est-à-dire voilà, la résolution finale en tout cas de cette saison 2021. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une saison historique? Bon, oui, quand même. En fait, tu as raison de dire que le dénouement va tout changer. Évidemment, si sur le dernier virage, il y a un dépassement et que l'un gagne, oui, tu as raison, mais sauf que j'ai l'impression qu'on oublie les 10 dernières années. Ouais. Elle est historique parce qu'on s'est tellement fait chier avec Elle est historique alors, elle est historique par défaut. Non, pas par défaut. C'est juste justement, parce que qu'à un j'allais moment donné, dire, tu as un vécu de 10 ans, une décennie pour une compétition qui en a 80, mais c'est important. Sur l'échantillon d'un huitième du truc, c'est qu'on a vécu tellement des moments soporifiques, une hégémonie de Mercedes, bref, qu'on connaît tous. Là, l'avènement sûrement un des grands pilotes de l'histoire qui est Max Verstappen face à peut-être le meilleur pilote de tous les temps. Ça, c'est Rien historique, que t'as cette raison. dualité, on est sur quelque chose d'historique et qu'on n'a pas beaucoup vécu avec d'autres pilotes. Raison. Je pense à Schumacher par exemple, Raison. qu'on n'a pas eu justement Il y a- ce truc-là où Avec il Hakkinen, a un peu. bataillé avec quelqu'un qui était aussi fort que Max Verstappen. Hakkinen. Hakkinen, quoi. Ouais, mais c'est vachement au début. T'as l'impression que Hakkinen, il a la même force que Verstappen aujourd'hui. Non. Pas Mais médiatiquement et tout. Donc, à l'époque, peut-être un peu, ouais. Non, mais même au-delà du fait qu'on s'est un peu emmerdé ces dernières années, je trouve que même cette saison, que ce soit à Silverstone, à Budapest ou À Monza, quand il s'accroche, à ouais. Monza, et puis même le départ de la semaine dernière, cette course encore aujourd'hui, cette défense de Verstappen, ce dépassement d'Hamilton. Défense à la Carlos Moser. Ah ouais. Ce dépassement d'Hamilton, moi, je trouve que tu as tout ce qui fait
tous les ingrédients sont Le réunis. piment, ça fait, on a le droit de le dire ou pas? C'est que Mais- pour Bah, cette si c'est saison, pour ça- Polo Quiz, Il y a un truc dont on parle pas pour l'instant, c'est que pour qu'elle soit historique, il reste 3 grands prix. Faut voir la fin. T'imagines si Verstappen gagne son premier titre de champion du monde dans ces conditions-là, ouais. dans ces conditions-là, en tapant Hamilton, qui est peut-être le meilleur pilote de tous les temps, là on est putain, là on est dans l'histoire. Mais inversement. Et Et inversement, exactement. D'accord. Virgule, mais allez-y, vas-y. Mais oui. Ce huitième titre en plus, où il Et qui dépasse les repousse dans ces conditions. voilà, et qui repousse Verstappen. C'est pas les meilleures conditions pour Ouais. gagner un Mais huitième non, mais titre. c'est pour ça que Après, la- bah, il faut la faire Mais dans les- c'est pour ça que cette saison, elle est fantastique. Après, qu'elle est historique. Attends, Après, laisse-moi finir. Après, moi, ce que je veux, alors peut-être dans mon côté scénariste, parce que j'aime bien un peu écrire des histoires. Un mec du c'est Cinoche, que quoi. moi, le dernier, je suis un mec du Chinoche, un peu avec mon gars Chris Roche à la Real. Moi, ce que j'aime bien, c'est, alors quand je regarde tout, je suis pas un mec, j'adore la F1, mais je suis pas un spécialiste. Ouais, bien sûr. Par contre, moi, quand je regarde des reportages back in the day et que je vois que tu arrives au dernier Grand Prix et que tu as ce fameux plan avec les 2 voitures sur la première ligne, c'est le dernier Grand Prix, l'atmosphère, ça, oh putain, ça me rend des choses historiques. Donc en fait, elle l'est, j'entends, mais elle peut l'être, elle peut vraiment l'être, elle peut l'être. Alors la question, Mais c'est ça peut pas être. là, ça fait 3 grands prix que quand Verstappen et Hamilton ils Alors- prennent le départ d'un grand prix, on est comme ça parce qu'on sait. Ça peut on sait pas que c'est être. assez Du coup, si on finit comme ça peut pas. Alors je mets les pieds, hein, mais ça peut pas être la plus grande saison de tous les temps. Non, de tous les temps, je pense pas. Bah, je te pose la question là. Si De si tous on les- finit sur 3 grands prix de- exceptionnels, de tous pourquoi les- ça le serait pas en vrai? Si, après, c'est toujours compliqué. dans l'instant, c'est- c'est difficile de juger. Mais pourquoi? Et De pourquoi tous les temps, c'est Pourquoi quoi parce qu'en 2008, ça se joue au dernier On va virage pas se avec un mentir, truc moi je suis incroyable. incapable de te dire ce qui s'est passé en 57. Non, Ouais, il y a mais- ça. Il y a Non, mais imagine- ce que je veux Non, dire, mais c'est que moi je veux bien, mais Non, mais je tu veux sais, bien bien le master. Ascari qui a gagné en T'as 89, Fangio, 90, Prost Senna où ça se joue comme ça sur un coup de Trafalgar. T'as 2008 qui est quand même assez incroyable avec un Fantastique, 2008. scénario. 2008. C'est quoi, c'est 2000, c'est. C'est ça, se joue, ça joue dans les 100 derniers mètres, quoi. Ça se joue dans les 100 derniers Et mètres, Schumacher, quoi. quand il rentre dans Villeneuve, là. Oui, t'as 97, il y a ça. 94 aussi, où quand Schumacher rentre dans Damon Hill, mais je mettrais quand même 89, 90 et 2008 au-dessus. Après, à voir ce qui va se passer dans le dernier truc. Moi, Et je veux que ça se d'autant joue que- sur la piste. Je veux pas que les deux aient le Alors, tapis. mais ça peut être magnifique, tu vois, les trois, Et quatre s'il y a une qui bagarre viennent. derrière, Alors, imagine, ça Non, sort, mais- ça s'empoigne et tout ça. Si ça finit au tapis, je veux qu'il y ait bagarre. Ah ouais. Mais là, ce serait la meilleure saison de tous les temps. Mais du Mais UFC, par contre. franchement, ouais, aussi. Non, mais voilà. Et Cyril gagne, c'est Cynthia Mercedes derrière. Et tu sais qu'il y a quand même un truc, je crois que c'est toi, Hamza, Loupe la voiture, c'est toi, Hamza, qui disait, non pas à l'antenne, c'est pour ça qu'on peut le répéter aujourd'hui, parce que c'est pas dans les pistonnets, mais tu le disais hier, tu disais un truc quand on a préparé l'émission que je trouvais très intéressant, il dit quand même, Verstappen, il a un problème, c'est-à-dire que quand il a pas la voiture, enfin, quand il est en duel face à Hamilton et qu'Hamilton a une voiture plus rapide, on a l'impression qu'il ne veut pas s'effacer. Et donc tu te dis que lourd. plus l'échéance va Ouais. approcher, moins le mec, normalement, il doit s'effacer ou se dire, bon, bah, il a le DRS, vas-y, je suis obligé de le C'est laisser lourd passer. ça. Quoi, tu Et, vois. et moi, on en revient du coup, et vous en avez parlé ce matin dans les pistonnets, à ce fait de course, de la tentative de dépassement d'Hamilton sur Verstappen, et Michael Masi qui dit ouais, l'aide d'Emres, etc. Ouais, ouais. Avec Mercedes qui gueule et Red Bull qui dit ouais, mais oui, vous avez raison, laissez-les se bagarrer. Mais moi, et quel que soit le pilote, ça aurait été Hamilton qui défendait sa place sur Verstappen, j'aurais été dans le même état d'esprit. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est des mecs prêts Moi, à je veux tout voir pour aller un chercher dernier, leur je titre veux voir un de dernier Grand Formule 1. Prix, sur la pluie. Pas trop d'accord avec À ça. 2 points d'écart là, au début du Grand Comme on dit Prix. dans le chat, t'as Niki Lauda, James Hunt, Ah bah, exactement. avec les deux qui finissent la course, par contre, de préférence. hein. Ça, c'est Mais vrai tu sais que quoi c'est aussi une Là, je viens, politique, je viens de voir un commentaire, on ne verra pas mieux que 2008. Et là, je viens d'y penser. Imaginons, peu importe, hein, Hamilton a 7 points de retard sur Verstappen. Ou inversement. On va prendre cet exemple, parce qu'aujourd'hui, Verstappen est leader du championnat. Hamilton a 7 points de retard sur Max Verstappen en commençant à Abu Dhabi. Hamilton est parti pour gagner la course. Verstappen est deuxième. Égalité. Verstappen, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le meilleur tour au dernier tour. Qu'est-ce T'as raison, que fait Lewis Hamilton? Mais t'as raison, t'as Tu vois, raison. Hamilton, on se souvient en raison. 2016 quand Rosberg est champion, Oui. il ralentit volontairement pour empêcher, pour essayer de C'est de le jeu de faire se rattraper par les autres. notamment. Il y a Ouais. une Ferrari, je crois que c'était Vettel. de revenir. Ça peut être une. On va pas tirer des points sur la Non, comète. non, J'ai tout pas est envie d'être possible. déçu. Ouais, Mais on sait jamais. On sait jamais. On est parti peut-être pour vivre quelque chose de fou. Exactement. On se rappelle, il y a eu beaucoup de duels. Tu sais, en fait, on a cité des noms, on a fait du name dropping de saison. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous parle de 86 avec justement les 3 pilotes qui pouvaient être champions. Je crois que tu avais Mansell, Piquet et 86. Jean tu vois, Lézy. Prost aussi, je crois, il me semble. Et bah, malheureusement, Jeannot, il joué a pas eu cette chance-là. Non mais Enfin, voilà, quoi qu'il arrive, 2007 aussi, Je le disais, enfin, c'est je le disais dans l'épisode, il faut vraiment kiffer le moment, profiter de ce moment. Exactement. Parce que c'est une saison quoi qu'il Posez arrive vos téléphones, exceptionnelle. regardez Voilà, la exactement. Ah, exactement. Lâchez le téléphone, les On arrive Twitter, les complètement. ceci, le cela. on en Regarde arrive. la télé, t'as les émotions, tu cries, ton voisin tape à la porte, tu t'en fous, tu cries encore plus fort sur un autre dépassement, sur un accrochage. Kiffe ton moment. Moi en 2016, j'étais dans
J'étais fou en 2016. Hamilton-Rosberg, je me disais en fin de saison, Rosberg il l'a enfin fait. Qu'est-ce qui va se passer en 2017 Fin 2016, je prends ma retraite. Forcément, la descente elle est violente. Bah là, dans ces cas-là, On sent que tu rumines ta peine depuis. Hein. ah, évidemment. Donc, imaginons, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer fin 2021. Mais Hamza, il a raison. Moi, je veux dire, pour mon cas personnel, hier, je faisais autre chose pendant le Grand Prix avec mes potes. Petit bain. Un long petit bain. Et avec mes potes, on faisait autre chose. Et on s'est dit, non, les gars, J'aime bien ces phases-là. Avec mes potes, on fait autre chose, mais on sait toujours pas quoi. On a peur. on est parti voir un petit match de basket. D'accord. Si vous voulez T'es en bas savoir. du bloc. Voilà. Vous ne voulez pas savoir la suite ni quel match c'était. Et du coup, on s'est dit, non, on met nos portables en mode avion, on va pas sur le réseau, on rentre à la maison après, plus tard, et on se met le Grand Prix en replay. Mais depuis combien de temps on n'a pas fait ça avec mes potes? On était 4 ou 5 et tout le monde avait envie de ça et personne s'est fait spoiler. On s'est regardé le Grand Prix en replay, on s'est régalé. Il y a une vraie tension et il y a un vrai storytelling. J'ai une question. qui est trop J'ai une question pour vous. C'est deux questions en une. Si Hamilton bat Verstappen, il se dit gros, tu me battras jamais, je prends ma retraite. Ciao. Eh ben, tu sais quoi, j'y crois Ouais, beaucoup à ça. Ou est-ce que si Verstappen tape Hamilton, il dit attends, moi je vais revenir, je vais te taper. Je pense qu'il y a, je sais pas, 2022, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Moi, tu sais que c'est Avec marrant la- parce avec la que hybride. La nouvelle réglementation 2022, je me dis Avec la il y a quelque chose de Avec les à aller accords chercher encore. Concorde, je fais un peu, je On a- fais un peu étalage de savoir. Bien, il est bien le mec. Il était là ce matin fait pendant des les 2 heures des pistonnets. C'est la confiture, gros. Au moins t'en as, au plus tu l'étales. Non mais moi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce que tu Mais viens si de dire. Hamilton gagne le 8ème et prend sa retraite, je suis c'est dégoûté. fantastique, tu peux rien. Ouais, mais tu peux Bah, rien alors, faire non plus. MotoGP après. Après, on n'est pas sur du Rosberg parce que évidemment Rosberg c'est son premier titre et Oui. là, c'est son 8ème, donc il a plus rien à prouver. Mais j'ai quand même Rosberg, il j'en veux l'a mis encore. bien. Ça, c'est un truc Moi qu'on a- aussi j'en veux encore. Surtout que j'ai envie de le voir se battre avec la nouvelle génération de voitures et face à la nouvelle génération de Tu pilotes. pourras rien dire s'il s'arrête là-dessus. C'est tellement incroyable. Bah si ça arrête là-dessus, t'es obligé de te bravo, lever. félicitations, Voilà, exactement. Gasly ouais. chez Mercedes, il arrête du coup. Faut regarder les pistolets, les amis. On a une réponse de Julien Febro sur le sujet. Une réponse un peu normande, mais une réponse quand même. Ah ouais. Voilà. Ça va bien Gasly, avec là, Gasly ouais. du coup. On aimerait bien en tout cas. Ah bah ce serait lourd. Ils en parlent à l'OM aussi de Pierre Gasly. C'est vrai. Info Mais, ou un toc, je sais pas. Il a super match le tour la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais- Rien à droit là. Reste dans la voiture, gros. Il était à deux doigts de chambrer le vélodrome après. Il est porté en virage. Plutôt PSG. Frérot, le foot à Marseille, c'est pas la F1, gros. Fais pas le fou là-bas, je te dis tout de suite. Ils ont dit que c'était un peu chaud, on s'est cassé des genoux et tout. Hein. Si, c'est une vraie histoire. Hein. Et oui, c'est un ancien. C'est vrai que dans la F1, ça casse des tibias, apparemment. Paraît-il. Dans des On parkings. n'a pas d'infos Dans des là-dessus. parkings. Il nous reste 13 minutes et 48 secondes. Vous avez dit profitez-en, coupez vos téléphones. Bah profitez-en, coupez vos téléphones. C'est l'heure du quiz. Il est incroyable aujourd'hui. C'est toujours le meilleur moment de la journée et le meilleur moment, bien sûr, de cette émission. On commence tout de suite. On perd pas de temps. J'ai envie qu'on fasse tout. Énumération, les amis. Les 16 sélectionneurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est la team Hamza, Tom contre Polo et Erwan. Et on commence. Honneur à vous, les gars, parce que vous êtes sur une voilà. Bref. Vas-y, cher Louis, Série j'ai toujours pas gagné, c'est ça qui voulait dire. Allez-y, voilà. Vas-y, J'allais pas tu peux donner le premier, tu peux donner le premier. J'allais pas t'enfoncer plus. Oula. C'est une lumière. Didier Deschamps. Oui, Ça me va. forcément. Par exemple. Didier Deschamps, c'est réglé. Laurent Blanc. Oh, Laurent c'est Blanc, incroyable. il est bon, il est bon, C'est encore il est bon. des vrais Il est jumeaux, bon, il est quoi. bon. Il est bon. Je t'en prie, hein, attends. Tu sais que la dame a super mal imprimé, j'ai pas la liste, Domenech. mais je vais aller la récupérer. Ouais, c'est possible. Domenech, je pense oui, qu'on bah peut oui, aller vite, allez-y, les je amis. crois que c'est bon, Domenech. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, ça marche, champion du monde, bien sûr. Gérard Rouillet. Ouais, j'étais en train de. Oui, vas-y, Oui, Gérard. oui, Oui, Gérard non, mais vas-y. Ouais, Gérard Rouillet, ça marche. Ça marche. Roger Le Maire. Roger Le Maire, ça marche Les aussi, maires. bien sûr. T'en as un Hidalgo. Anne Hidalgo, non, toujours pas. Mais Michel Hidalgo, oui. J'étais persuadé Du que. coup, Santini. Oui, bravo. Michel bravo. Platini. Michel Platini. Bien, bravo pour. Non, mais pour rester sur la politique, Michel Platini, Michel ça marche Platini. aussi. Attends, comment il s'appelle putain, le mec qui fait 86, 80, qui se fait traiter de sac à merde. Ah oui, par oui, Canto. bah là, tu viens de Henri donner. Michel. Henri Michel, ça marche. Ah, c'est lui que j'avais. Henri Michel, ça marche. Attention. Qui nous reste bah là, ça va être compliqué, Attends, on là. a fait. Là, je crois qu'on les a Il y tous en a fait un. 80. Non, moi je crois qu'il y en a, il y en a Attends. moins que vous avez oublié. On a tout dit. Mancini. Oh, je sais. Jean Djorkaeff. Il est bon. Jean Djorkaeff. Tu sais qu'il est, Attends, je vérifie, mais. Je crois que oui, hein. Entraîneur du PSG, peut-être alors. Ouais, moi, je crois que c'est plus entraîneur du Non, PSG. entraîneur du PSG, est-ce que vous avez mieux, les gars? Je crois qu'on a. Il y a Copa qui doit faire une pige. Ouh. Comment, copain Attends, non. Attends. J'ai Guérin. Attends.
Guérin. Oui. Ah oui, Guérin, je me souviens de ça. Oui. Ah, j'ai Ouais, aucun- il revient- Henri Guérin, l'un des pires sélectionneurs de l'histoire. Sélectionneur. David Pierre, 66. Exactement. C'est pas votre prénom, j'ai pas Bravo, votre c'est prénom. Henri Guérin. Henri Guérin. Henri Guérin. Je suis sur Vincent Guérin. Bravo. Non, Henri Guérin. je pensais que t'allais me sortir juste Fontaine. Juste pas, on hésiterait. J'ai un roi, j'ai dit Jean Et avant Hidalgo. Vas-y, bah, on verra. J'irai rechercher. Avant Hidalgo, après, c'est sombre. Le problème, c'est que Avant des deux était avant sélectionneur. Hidalgo, avant 78, l'équipe de France, Ouais, elle fait c'est rien. Entre 58 et 78, il n'y a quasiment rien. C'est un peu sombre. C'est Henri Guérin. Ouais. Allez Henri lire son Guérin. histoire, elle est fantastique. Allez, ouais, Fantastique. allez voir ça, elle est terrible, Incroyable. malheureusement. Ce qu'on appelle un sale mec. Oui, très clairement. 4 points pour l'équipe Polo Erwan, qui a donc le choix du roi pour le 5 à la Allez. suite. Voilà les 4 thèmes que je vous propose aujourd'hui. Pas que de la facilité, je vous l'ai dit. Connaissez-vous bien Valentino Rossi? Non. Les champions britanniques de F1, France-Azerbaïdjan 1995 et le palmarès de l'Open de Paris de sabre laser qui fait ses portes ouvertes le week-end prochain. Allez-y. Un vrai truc, le palmarès. Bah, vas-y. hein. Champion britannique, j'imagine. Et alors là, Hamza, du coup. Bon, après, Hamza, on peut le faire kiffer avec les champions britanniques de F1. Ouais, Azerbaïdjan, pourquoi pas? Faut prendre les points. hein. Allez, J'ai envie de tenter ça, moi. les Britanniques, moi aussi, parce que. Vous allez sur les Britanniques? Il y a beaucoup de sport méca. France-Azerbaïdjan, c'était il y a très T'es longtemps. sûr, champion britannique. C'était pas du tout fait pour vous, mais si vous voulez. Faut rigoler à toi, Nicolas. Très bien. Triple champion du monde, j'ai contribué à révolutionner la sécurité dans mon sport. On se rappellera que la mort de mon coéquipier français m'a poussé à la retraite dans les années 70. C'est le mec de Ferrari, ça. Pas un prénom, ça. Un Écossais. Je vous aide un peu parce que j'ai pensé vraiment que Hamza allait prendre celui-là. Bah, il. Il, le père, il. C'est pas le père Hill. C'est pas le film non plus C'est pas. Non, c'était Jackie Stewart, pardon, excusez-moi les gars. Ancien coureur moto et gentleman au demeurant, je deviens le premier champion du monde d'une deuxième génération d'une même famille. Ancien coureur moto et gentleman au demeurant, je deviens le premier champion du monde d'une deuxième génération d'une même famille. Il. Eh oui, Damon Hill, bien vu, en effet. Démol, faut pas dire les prénoms. Ok. Oui, c'est vrai. Je suis à ce jour le seul pilote à avoir remporté le titre mondial dans la catégorie Rennes sur 2 et 4 roues. Il était cité dans le chat tout à l'heure, je l'ai oublié tout à l'heure. Si, je l'ai lu dans le chat. J'ai lu, mais C'est je l'ai- Stuzy. Oh, t'es pas loin. Mal. Je vais te mettre un demi. Ah, c'était Surtees, bon. Continuons. Dans le chat en plus. donc, Je ne fus pas le meilleur pilote de mon époque et mes défauts étaient nombreux. Moustachu, trop Nigel agressif, Mansell. merci beaucoup, trop peu d'intelligence en course, etc. etc. Beau descriptif. Hein. Je suis l'une des références historiques de la F1, autant que Fangio, Stewart, Senna et Schumacher, triple champion du monde, je perds la vie. Le 7 avril 1968, je percute un arbre en essai à Hockenheim. C'est l'une des légendes. Je pense que tu l'as. Un anglais comme ça qui cartonne. Ouais, il était, je crois, je me demande s'il n'est pas écossais lui aussi. C'est un des rares écossais. Donc je l'ai pas. Jim Clark. Ouais, bah, maintenant que tu me le dis, oui, mais. Ouais. Mon père était une star du rallye cross dans les années 70. Arrivé très jeune en F1, je fus le plus jeune scoreur de l'histoire de la F1, champion du monde une fois. Je suis l'un des rares James à avoir Hunt. battu Non. Lewis Hamilton sur une saison. J'ai rien entendu à ce que tu as dit, t'as de la chance. Jenson Button. Jenson Button, bravo. Alors que le titre semblait quasi impossible à jouer dans les années 70, je finis finalement champion. J'ai conduit pour un Lord, puis une écurie mythique McLaren. Je fais aussi beaucoup parler de moi en dehors des circuits pour ma vie de Beatles. À cause de mes excès, je meurs prématurément à 45 ans d'une James crise Hunt, cardiaque. pour le coup. Et James Hunt, il est là. J'ai été champion du monde et pourtant je n'ai gagné que 3 victoires durant ma carrière F1, connu pour piloter avec un nœud papillon. Je suis l'un des rares à avoir battu Fangio en Formule 2. J'ai piloté pour Ferrari. Je succède à Ascari et Fangio chez les champions du monde rouge. Son nom a été cité en émission. Vous l'aurez pas, c'est Mike Osborne. Je suis le dernier Britannique à avoir gagné en Grand Prix. Hein Je suis le dernier Britannique à avoir gagné en Grand Prix. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Et j'ai passé 18 saisons en F1 à une époque où on pouvait encore mourir à chaque course. Si je passe mon permis tardivement à 24 ans, je deviens roi de Monaco et je remporte 2 titres, en 62 et 68. Si je finis ma carrière à 40 ans en piste, je décéderai quelques mois plus tard aux commandes de mon propre avion. Le pire, c'est que je n'ai pas vu mon fils devenir champion du Grand Graham Hill. Prix. Bravo. Une fois il. Ça nous fait 1, Ah, mais j'ai 2. non. Ça vous êtes à 2, les gars. Vous êtes à 2. C'est pas Ouais. mal. C'est pas mal. Franchement, je plutôt pensais bon, vraiment hein. pas que vous alliez prendre ce quiz-là. C'était pas mal. Félicitations à vous. C'est tout. Il vous reste 2 choix. Enfin, 2 choix. 3 choix, mais je pense qu'il vous reste réellement 2 choix, les amis. Connaissez-vous bien Valentino Rossi ou ce fameux France-Azerbaïdjan de 1980? J'ai envie de prendre le sabre laser juste pour te foutre dans la merde. Ouais, c'est que c'est une Je fois- savais qu'il fallait pas l'inviter. Je savais que c'était le seul qui allait Le faire ça. pragmatisme. C'était exactement. Non, on a déconné, on va prendre le palmarès de l'Open de Paris du sabre laser.
Mais j'ai plus la page, Ouais, Non, oui, faites un choix, les gars. Non, bah, on va prendre le foot, évidemment. Allez, France-Azerbaïdjan. Quel était le score de ce match pour une large victoire française? 10-0. 10-0. Qui était le capitaine d'un soir et qui a montré l'exemple en inscrivant le premier but malgré un poste défensif? Indice, je ne serai ni capitaine à l'Euro 96, ni capitaine à la Coupe du Monde 98. Donc le bœuf. Franck Leboeuf, j'aurais dit. Non. C'était Marcel Desailly. Vrai ou faux, après un but de Vincent Guérin qui porte le score à 3-0, le sélectionneur azéri décide de remplacer son gardien au motif, de points vrai les guillemets, qu'il ne voit plus le ballon. Tellement con que c'est- ouais. Allez, vas-y, c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. C'est vrai, c'était vrai. Donc, quel genre de match? Le gardien. Qui sont les deux joueurs offensifs titulaires, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000, à être alignés pour la première fois ensemble sur ce match? Zidane Djorkaeff. Zidane et Djorkaeff. Exactement. Qui était le gardien de but de l'équipe de France? Bernard Lama. Bernard pas fait Lama, tourner. bien évidemment. Hein. Je joue alors à Strasbourg dans un poste à vocation défensive et je marque mon seul et unique doublé en équipe de France ce jour-là Son pour une péno. somptueuse talonnade. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, exactement. Reprise de Pourquoi t'es capitaine, tu vois? Ce match se jouait à Auxerre, un ageïste est entré en jeu à l'occasion de ce match et marquera l'unique but Bien. de sa carrière en sélection, ce qui lui vaudra une ovation de l'abbé Deschamps. C'est son unique but en équipe de France. Un unique but. Attends, c'est en 95. Ouais, Moi, je l'ai. Ouh. tu l'as, c'est sûr. Que. Non, 95, non, il y avait pas. Un mec qui avait mal à la bagarre, je pense. Ah ouais? Un Ah, Auxerrois? Ah, Auxerrois. Ah, passé par Lyon. Ah, par Lyon? Oh, putain, Ouais, je j'allais- crois, je te dis ça de souvenir. Strasbourg Vous aussi? l'avez ou pas? Non, Strasbourg, je crois pas, non. J'allais dire, non? Vas-y, teste, c'était un truc, les gars. hein. Par Lyon? Non, bah un Auxerrois passé par Ouais. Lyon? Je crois qu'il est passé par Lyon aussi. Je sais pas, parce que là, j'avais Martins Ouais, moi et qui va. aussi, j'ai- donc, C'est pas j'ai- Martins. C'est qui alors? C'est Christophe Cocard. Il marque un but en équipe de Un France. seul but dans sa ouais. carrière. C'est le seul Il est à but que je l'Euro marque. 92 et tout. Ah, bien. ouais, il a marqué ce seul but qu'il a marqué. T'as Il aime la passé par maillot, Lyon. Coquille. Ouais, contre- par Je crois, il est passé par Lyon, Ouais, c'est bien ouais, ça. ouais, hein. Ouais, ouais. Pour quelle compétition s'est joué ce match? C'est quoi le. La livre de l'Euro 96. Ouais, c'est ça, très bien, magnifique. Vrai ou faux, malgré un avantage de 3 buts à la pause, Aimé Jacquet va pousser une énorme gueulante qui inspirera ce titre à l'équipe. Jacquet a sorti le lance-flamme. Non, Si, c'est vrai. C'est Je vrai. dirais vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. On se souvient. On est un super pays quand même. Ah, J'adore. c'est magnifique. Vrai ou faux, il s'agissait du dernier match de David Ginola en équipe de France. 95, Azerbaïdjan. Je dirais faux. Ouais, faux aussi. Et ben c'était vrai. Entré en jeu à 20 minutes de la fin, et il sera éclipsé justement par la génération de Djorkaeff, Zidane et Dugarry. Voilà. Ah, David. Et il quittera d'ailleurs piteusement, je crois, à l'écart du groupe, Mais pour un truc assez Il est élu joueur de l'année en Angleterre. Il est pas pris. 98. Et il est pas 98 ouais. 97, je crois. Attends, mais c'est 97, alors, c'est 98. ok, non, mais je crois qu'en 95, c'est 87. Cantona, hein, avec Manchester. Ah, d'accord, ok, c'est ça alors. Ginola, c'est plus tard. Ouais, pour ceux qui sont pas pris à l'Euro, Bon, du coup, les gars, vous. c'est l'année où il est. Revenez à égalité, sur c'est FIFA, incroyable. hein, de toute façon, Ginola, donc 90. C'est incroyable, vous revenez à égalité, ça va encore se jouer sur un qui suis-je. On va très vite, il nous reste 4 minutes. On va pas aller trop vite, on va prendre le temps. Pour une fois qu'il reste pas 40 secondes, Fou. Et pourtant, on sera allé au bout de ce coup, t'as c'est bien incroyable. géré ton Magnifique, les affaire gars. aujourd'hui. Bien Ton joué, timing, ton bravo. Hein. Bah écoute, j'ai appris de ce Mieux, matin. mieux, mieux que dans d'autres émissions. Hein. J'ai appris de ce matin. Mais toi, quand t'as le chrono, t'as pas le choix. Et on va faire ça maintenant. Bah On va ouais, faire c'est ça, ouais. On va faire C'est notre ça. gueule, en Vous plus. êtes un peu moins bavard aussi que les deux Lascar. 3 Lascar que j'avais ce matin. C'est pas grave. Qui suis-je? Petite indice pour vous, je sais plus. Quelqu'un comme ça, hein, c'est important. Je suis né le 21 janvier 1963 à Lagos. J'ai aujourd'hui 58 ans. Lagos. Je suis aujourd'hui retraité, mais j'ai laissé une énorme trace dans mon sport. Je suis toujours resté comme une référence à mon poste. Et pourtant, au Nigeria, je commence à jouer au football. Hakim Olajuwon. Ben oui, putain, c'est ça, putain. Merde, bravo. Je voulais vraiment que ça dure plus longtemps. Avec moi, Je voulais vraiment que ça dure plus longtemps. Bravo, ils sont tombés. Ils sont tombés aujourd'hui. Oh là Polo là là Erwan là. est tombé. On a commencé à jouer aussi. la gauche, il joue avec le foot. Ah ouais, Et tu savais qu'il avait joué au foot? Je Oui, il a savais été pas du gardien, tout. il a été Il était garé. Oh Ah, putain, c'est comme merde. notre sport quand même, Manu, respecte. Non, non, je sais bien, On va mais. être très vite, hein, parce qu'après, il va aux États-Unis, il va à la Non, fac- bah, il va à la fac de Houston. j'ai noyé le truc justement, Mais tu vois. après, dis-nous. Alors je vais te dire, et pourtant au Nigeria, je commence à jouer au foot, gardien de J'étais but sur Taribo, plus ouais. précisément. Même si je commence la discipline qui m'a vu percer à seulement l'âge de 17 ans, je suis considéré comme un des meilleurs sportifs africains de l'histoire. Peut-être parce que j'ai remporté le titre collectif ultime de ma discipline en 94-95, il est très mal écrit. D'ailleurs, ma fille pratique aujourd'hui la même discipline que moi. Je me suis converti à la religion musulmane en 91 et j'ai ajouté un H à mon prénom. Le fait que je pratique le ramadan pendant la saison a fait jaser. Arrivé aux États-Unis dans les années 80, je suis sélectionné en première position de la draft 84, de place devant la légende de ma discipline, Michael Jordan. Très bien, non, c'est bien écrit. Hein. Et c'est surtout gagné par ici. Je suis très content parce qu'on n'a pas beaucoup gagné. C'est le premier Exactement. d'ailleurs. C'est le premier.
Hakim le lundi, Olajuwon. je suis très content. Bah oui, c'est une semaine qui commence bien, ça. Tout à fait. C'est J'ai vu bien, qu'il a c'est gagné bien. le quiz de Doumé ce soir à l'antenne. Vraiment, je pars sur de très bonnes T'as bases. raté 2 heures de pistonné ce matin, tu gagnes le quiz, tout va bien se passer pour le reste de la Je suis semaine. moins fatigué que mes copains. Merci les gars en tout cas, c'était une super émission, on s'est régalé. On rappelle les rendez-vous parce qu'il y a toujours beaucoup de rendez-vous dans une semaine de la First Team déjà ce soir. Ce soir, 22h minuit, on va parler NBA. On va parler bagarre en NBA avec Kevin Séraphin. Ça va être très intéressant. On reviendra un petit peu sur les Suns, dont on n'a pas parlé, l'ancien finaliste de la saison dernière, qui est plutôt bien en ce moment après un début de saison un peu compliqué. On ira parler aussi de Carmelo Ouais, Anthony. ou pas, on verra sur le troisième sujet quand même. Ah, mais apparemment, lui, c'est le last cut en fait. On On parlera donc de Carmelo Anthony qui a joué en plus avec Kevin Séraphin. Moi, je Et pense qu'on va choisir un autre sujet. Proposez dans le commentaire. et qui réussit quand même une fin de carrière, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais, Et super. puis on se retrouve mercredi pour la Date d'Erwan. Je serai avec Kevin Ido, qui est créateur de la marque Ben Clark. Donc on va parler basket et mode. Et ça, il y a quand même une vraie passerelle. Le jeudi, le First Day Show avec Adjolala de Beansport, de NBA Extra. Donc Et voilà, puis ça se peut sur YouTube, sur First Team Sport. Et voilà. Bien sûr, bien Sporting sûr. Sport, il y aura de la F1, est-ce qu'il y aura d'autres sujets, je ne sais pas. Du rugby aussi, des briefs de France Des Géorgie. briefs de exactement. France Géorgie, à retrouver Bah, demain sur la chaîne First Team. Le petit bureau Val, toujours bien sûr d'actualité, les Ouais. pistonnets avec Julien Fébon. Bref, vous avez tout le programme. Il y a du sport toute la semaine pour ceux qui en veulent. Il n'y a que de l'expertise et de la passion et un petit peu d'humour. 55 secondes, le temps de vous dire. Bravo. Eh bien qu'on retrouve tout de suite le récap sur le stream, votre rendez-vous Ça fait préféré. toujours marrer quand tu lances le récap. Moi aussi, ouais. Quand je vois le début de notre histoire ici, que je vois ce qui est devenu le récap et que maintenant c'est Manu Moine qui dit tout de suite c'est le récap, C'est vrai je que me c'est dis beau, les gars. putain qu'est-ce qu'on est devenu quoi, on est vraiment devenus des gens importants. Et personnellement, j'ai bien step up dans la vie grâce à toute cette équipe, il faut le dire. Cette chemise en témoigne. Merci les amis. Passez une très belle ce matin. Faut arrêter ça, le combo veste-chemise. Écoute, on recevait une personnalité. Ouais, mais Et merci Hamza d'être venu quand même. Et merci beaucoup tu mon reviens cher quand tu veux. Amzito, exactement. grand plaisir. Ah, c'est le crack, franchement c'est le crack. Comme ça il peut parler sur toutes les disciplines. 20 secondes. Merci à la régie, c'est vrai qu'on le dit jamais assez. Merci à la First Team, merci à tous. Salut, C'est salut. la vie. Merci la vie.